bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Ah, les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, les amis. Déjà, le mois de mars, pouvez-vous croire? Oui, ça passe. Les saisons qui s'enchaînent, la vie qui nous glisse entre les doigts. J'espère que tout se passe bien de votre côté, les amis. Mon spectacle arrive à grands pas en ce qui me concerne. La semaine prochaine, can you believe it? I sure can. Oh, damn it, Robert. Déjà, je pense, même si je ne me trompe pas, l'avant-dernier épisode de la saison sur le tape, tout va très vite. Hein? Ça va à une vitesse grand V. Je parle de la vie, là, vraiment. Épisode de cette semaine avec deux joueurs de la Ligue nationale de hockey, M. Jérémy Lauzon et M. Nicolas Roy, qui sont deux jeunes joueurs de l'Abitibi. On pourrait l'appeler le spécial Abitibi-Témiscamingue, deux gars qui s'entraînent loin des grands centres, qui est très rare pour les joueurs de la Ligue nationale, qui sont souvent à Montréal ou à Québec. Mais les boys restent dans leur région natale. Et Monsieur Jérémy Lauzon, qui est rendu avec les Preds de Nashville, lui que vous avez peut-être connu avec les Bruins, qui a également joué avec le Kraken. Et Monsieur Nicolas Roy, qui évolue pour les Golden Knights, qui a gagné, si je ne me trompe pas, une Coupe Stanley avec Vegas. Et donc, je les ai rencontrés, les gars, par Zoom. Hein, à cause de, justement, les gars étaient pas en ville. N'étaient pas ni à Montréal ni à Québec, alors que, comme j'ai dit, ils sont dans leur région natale pendant l'été. Donc, je leur ai parlé le 12 août 2024. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un épisode par Zoom. On a essayé d'aller chercher la meilleure qualité audio. Bon, il y a un moment, je vous avertis, où Nicolas quitte la conversation malencontreusement à cause d'une raison de connexion. Et je pense ne réussira jamais à revenir dans l'appel Zoom. Mais Jérémy, là, évidemment, garde le fort, garde la pêche, garde une très bonne attitude. Mais si vous dites, ah mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Ben oui, c'est ça. C'est le bon Nick, la bonne connexion du Nick, la mauvaise connexion du bon Nick, voilà, qui échoue là à ce moment-là. Donc voilà. Je les ai rencontrés le 12 août 2024 par Zoom. Les gars sont extrêmement sympathiques et je vous laisse les découvrir. Voici ma rencontre avec Jérémy Lauzon et Nicolas Roy. Drette sur le tape avec David Bocage. Jay Lauzon, Jérémy, déjà j'étais intime. Jay et Nico, non, pas vrai, qui a des petits surnoms taquins. Jérémy Lauzon des Preds de Nashville, les nouveaux Prédateurs de Nashville, 2024, édition bonifiée. Yes. On salue l'arrivée de Marchessault qui quitte par le fait même Nicolas à Vegas. Oui, malheureusement. Les boys, ça fait longtemps que j'ai pas fait un podcast par Zoom. On avait fait beaucoup pendant la pandémie pour les raisons qu'on connaît, mais j'aimerais ça que vous me dites chacun votre tour. Commençons par Jay. Vous êtes où en ce moment? Géographiquement parlant, c'est pour ça ce qui va expliquer un peu le médium. Oui, exact. Moi, je suis en Abitibi, à Val-d'Or plus précisément, ma ville natale. Les Foreurs, Simon Gamache. En plus, moi, j'ai été drafté à Rouen. J'ai joué tout mon junior pour les Huskies. Fait que, ça, c'est comme... t'as été élevé à Montréal puis d'être repêché par les Nordiques. Comment t'as trouvé ça, jouer pour le club rival? Ah, j'ai bien aimé ça. On avait des clubs compétitifs à chaque année. Fait qu'on a même gagné une Coupe du Président. Fait que j'ai rien à dire. Là. J'ai adoré mon expérience à Rouen. Est-ce que quand t'as été repêché par les Huskies, ça t'a-tu fait un pincement au cœur? Non, je pense que je suis juste content là, de sortir au draft, mais je pense peut-être plus pour mes parents, tu sais, tous leurs amis sont tous quasiment ils ont propriétaire des Foreurs, là, ils ont comme un groupe, c'est comme leur groupe d'amis. Les Foreurs, c'est à eux, là, fait que ça a toujours comme créé une petite rivalité, là, mais tu sais, il y a eu moi qui ai été drafté junior à Rouen, il y a mon frère Zachary aussi qui a joué à Rouen avec moi. Puis mon deuxième frère, lui, il a été drafté à Val-d'Or. Là, fait que on a deux Lauzons qui ont joué à Rouen et un Lauzon qui a joué à Rouen. Est-ce que tu sentais que les gens à Val-d'Or étaient un petit peu moins chaleureux à ton endroit quand tu as été repêché à Rouen? Ah, ben oui puis non. Là, quand je jouais les games, je pense que oui. Là, tu sais, dans les estrades,
tu vois les partisans. Je voyais des gars que j'ai fait mon secondaire avec des classmates là qui étaient dans les estrades qui prenaient pour les foreurs. Mhm. J'avais comme 2-3 bons chums encore aujourd'hui là, qui jouaient pour Val-d'Or, dont mon beau-frère, le frère à ma femme, puis 2 de mes meilleurs chums encore ce jour. Là, fait que c'est encore drôle. Là. La rivalité est là, même si je suis le seul de mon groupe d'amis qui joue encore au hockey. Là. Je suis sûr que t'étais comme, yes, je m'en vais jouer à Val-d'Or, je reviens chez nous, puis t'arrives dans la glace, comme, Lauson, cette salle de traite! T'étais comme, bon. C'est ça. Surtout avec mon style de jeu, là, je me faisais pas aimer ben. Là. Ah, j'adore. Les foreurs de Val-d'Or. Souvent, on jouait à Val-d'Or, puis à Rouen, faire des shows. Moi, je suis humoriste, je ne l'ai pas dit, on se connaît pas, mais moi, je fais des shows en général. Puis, c'est fou comment c'est différent comme ville, comme vibe, Rouen puis Val-d'Or, tu sais. Rouen, c'est comme la petite ville étudiante avec les petits cafés un peu cute, ça. Val-d'Or, c'est plus dans le rough, là, mettons. Là, c'est collet bleu Val-d'Or. Là. Ouais, col bleu, c'est vraiment dit. Vraiment deux énergies différentes. Nicolas, de où tu nous parles en ce moment? Moi, j'étais à Amos en Abitibi aussi, puis oui. d'autres forestiers. Je sais pas, toi, tu vois comment le monde d'Amos comparé au monde de Val-d'Or. J'ai fait des shows à Amos, mais ça fait un moment, là, tu le dis, puis j'étais comme, c'est pas la capitale du cuivre ou quelque chose, Amos? Non, ça, c'est Rouen. Ça, c'est Rouen. Mais je suis allé à Amos. Je me mélange, mais je suis allé à Amos avec Sam Breton faire un corpo il y a plusieurs années de ça. Je me souviens de ça dans une salle, mais c'est parce que je pense qu'à Amos, je sais pas s'ils ont une salle, parce que les diffuseurs officiels en Abitibi, c'est beaucoup Rouen, Val-d'Or, c'est beaucoup les villes qu'on connaît principales. Fait que je sais pas, à Amos, je me suis allé dans des contextes justement avec Sam Breton, faire un corpo dans une cafétéria. C'est très flou, là. Les débuts en humour, c'est moins glamour que du Midget 3, là, je te dis tout de suite. C'est vraiment... Fait que j'ai comme des souvenirs vraiment flous de ça, mais je me souviens être allé à Amos. Puis justement, Sam m'avait amené parce qu'il était comme « No way que je fais toute la route tout seul. » C'est trop... Il m'a payé, je pense, de sa poche pour pas faire toute la route tout seul puis avoir un ami avec qui faire ça. Mais tout ça pour dire, toi, t'as grandi à Amos aussi, c'est ça la raison, là. Oh, oui, j'ai grandi à Amos, un peu comme Jay. On a tout le temps joué contre. Lui, il était à Val-d'Or. En grandissant, on jouait contre. Dans les forestiers, on a joué ensemble. Fait que c'est le fun d'avoir les deux gars de la région qui se rendent jusqu'au top. Là. Ben oui. Toi, quand tu étais en activité, j'imagine que tu faisais plusieurs shows. Tu faisais Val-d'Or, Rouen, Amos. Exact. Dans la même traite. Là. Tant qu'à venir aussi loin. Oui, il n'y a pas d'aller-retour. Il n'y a pas d'aller-retour. Chez vous, là. Non. C'est tout sur la même. Je pense que la dernière fois que je l'ai fait, c'était une tournée de bar qu'on faisait les. C'était-tu Pascal Cameron, je pense, qui animait ça, puis on faisait les deux. Puis je me souviens, je pense que j'avais reçu Raph Harvey-Pinard pas longtemps avant. Okay. Attends, je dis n'importe quoi. Ça, on est allé à Alma. Raph Harvey-Pinard, il a joué à Rouen. Ouais, c'est ça. Il a joué avec un ski. Mais lui, il vient du Saguenay. Là. Ouais, c'est ça. C'est parce que j'étais en train de me dire, on avait-tu fait... je me mélange tout de tourner. Parce que je me souviens qu'on était à l'Alma, puis là, la pizzeria, c'est son père, fait que j'avais appelé après le show. Mais ça, je suis comme ça, c'est au Saguenay. Mais on avait-tu fait en même temps... Il me semble qu'on était à l'air. On avait-tu profité de... Bref, j'ai trop de mauvaise mémoire, là, peu importe. Mais oui, quand on y va, c'est beaucoup ces filles-là. Mais là, ça fait un petit moment que je suis allé, il me semble, à Rouen. Puis peu importe, là, c'est le moment où l'intérêt baisse chez les gens qui écoutent. Donc, on va revenir à ce que vous faites. Mais quand tu disais les forestiers, on a joué ensemble dans les forestiers. C'était quel calibre, ça, forestier? Quelle ligue? C'est Midget 3. OK. Donc, c'est comme je disais, on a tout le temps joué contre, que ce soit Atom, Pee-Wee, Bantam, on est un petit peu les rivaux dans un sens. Là. Puis tu sais, Jay joue assez physique, puis il est dur à jouer contre aussi. Fait qu'on avait une belle petite rivalité, mais j'étais vraiment content qu'on joue ensemble, le Jet 3, puis on a eu des belles années. Et là, vous êtes à combien de temps de voiture l'un de l'autre en ce moment? C'est comme 40 minutes. OK, c'est pas majeur. Puis donc, parlez-moi un petit peu de votre entraînement l'été. Je veux dire, des gars de la Ligue nationale qui sont en Abitibi. Il n'y en a pas tant que ça. Comment ça fonctionne? C'est quoi? Avec qui vous entraînez? Votre fréquence? C'est quoi votre programme l'été? Ouais, je pense on s'entraîne. On est chanceux, là. On s'est buildé des gyms dans nos garages, là, puis
chez nous. Fait que moi, j'ai un chum qui il est préparateur physique dans le coin de Laval, Philippe Roy, là, sa compagnie, c'est Parfois Elite. J'ai joué au hockey avec dans le temps, là, Bam Tam. Puis là, il y a comme vraiment bâti une belle business. Puis on a commencé à s'entraîner avec lui, là, moi puis Nico. Fait qu'on fait ça à la maison. Puis 4 fois semaine, 5 fois semaine. Puis on pratique 3-4 fois aussi semaine là, avec Alexandre Chénier, qui est l'entraîneur des habiletés là, qui habite à Amos. Fait que moi, je fais la route à chaque jour, aller-retour, aller patiner avec Nick puis Alex. Là. C'est toi qui te déplaces. ouais, ben parce que Nico puis Alex ils viennent d'Amos. Fait que là, comme bon gars, là, je décide de me déplacer. Le nombre a gagné. Exact. Demain, ça passe à l'inverse parce qu'Alex, il coach les foreurs un peu. Il y a une pratique semaine d'habileté. Fait que il va nous donner 2 pratiques là, mardi, mercredi à Val d'Or. Fait que un petit retour. Première fois de l'été. Un petit retour. Première fois de l'été. Jay est pas amer, mais il tient à le mentionner calmement. Ah, là, je me sens bien, là. Je peux rester un peu chez nous, profiter, là. Est-ce que c'est une décision qui est difficile à prendre tu sais, étant donné que les gars s'entraînent beaucoup dans les grands centres, tu sais, Québec, ils sont tous au PEPS, là, Vlasic, Dano, Bababa et compagnie. Montréal, t'as les gars de la Ligue 3 contre 3 chez Quartex, t'as toutes les... Est-ce que pour vous, c'était une décision difficile de dire on retourne vraiment plus chez nous en région? C'est quoi comment vous évaluez les pour, les contre un petit peu dans cette affaire-là? Ben, c'est sûr que tu regardes justement les ligues, comme tu mentionnes, de 3 contre 3, ils se font des belles ligues. Ça, c'est sûr qu'on aimerait ça en faire partie. Mais je pense que les deux, on est vraiment toute notre famille, nos amis ici en région. Puis moi, personnellement, je sais que qu'est-ce qu'il faut plus que je fasse, c'est surtout m'entraîner physiquement. Fait qu'il y a une bonne partie de l'été, je prends 1 mois et demi, 2 mois, certains sans patiner, puis je suis plus dans le gym. Fait que ça, je peux le faire pas de trouble en Abitibi. Mais c'est sûr qu'on essaie de faire plus que ça avance des petites games avec le calibre qu'on a ici aussi. Là. Aussi, là, le fait qu'on vient d'une région éloignée, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de joueurs il y a eu beaucoup de joueurs qui ont joué dans la nationale de l'Abitibi, mais depuis les dernières années, il n'y en a pas beaucoup. Comme quand moi et Nico, on a grandi, là, il n'y en avait pas. Fait que de revenir en Abitibi puis d'être autour des jeunes, puis d'être un modèle pour eux autres, là, puis de leur montrer que jouer dans nationale, même si tu viens à l'Abitibi, si c'est possible, ben c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi à moi et Nick. Là. Ouais, c'est cool. Est-ce que vous le sentez quand vous revenez l'été, pas dire le retour des enfants prodigues, mais est-ce que vous sentez qu'il y a comme une petite excitation, un petit buzz au niveau des jeunes qui viennent? Est-ce que les jeunes viennent vous voir, vous parler? Comment ça se passe? J'ai été au couple d'école quand je suis revenu. Tu vois que les jeunes sont super allumés de nous voir, puis de nous poser des questions. Puis il y a beaucoup de jeunes encore qui ont aucune idée aussi qu'il y a 2 gars de l'Abitibi qui jouent dans la nationale. Fait YouTube. Des étoiles dans les yeux. Ouais, c'est ça. YouTube, les jeunes, YouTube. Le problème, c'est quand qui marque mon nom sur YouTube, il me voit juste me battre, là. C'est ça le problème. Mais Nick, lui, une coupe de goals. HockeyDB. YouTube, mais en complément avec HockeyDB, quand même. Ouais, c'est ça. Autrement. Non, mais c'est le fun. Autrefois, c'est le fun de revenir en Abitibi, là. Autrefois, j'aurais dit Cap Friendly, mais là, il n'existe plus. En tout cas, on va... Ouais, c'est vrai, il a été racheté, par Washington. Je comprends pas. Il va y en avoir un autre qui va ouvrir dans pas long. Mais, non, mais moi, mon père vient de la Gaspésie, puis j'y étais encore il y a 2-3 jours. J'y vais le plus souvent possible. On a une maison là-bas, puis je suis toujours intéressé par les joueurs qui viennent de la Gaspésie. Tu sais, à Gaspésie, il y en a genre un par 10 ans. Tu sais, il y a eu Mathieu Garon, Cédric Paquette, Gaspé. Puis, tu vois, j'ai fait un podcast l'autre jour avec ça va rien vous dire parce que c'est un joueur des années 80, mais un gars que je suis appelé Nordique qui s'appelait Louis Slager, qui était dans la bataille du Vendredi Saint, mais tu sais, comme, c'est sûr, il faut que j'aille y parler, là, le gars, tu sais, comment tu te fais scouter de la Gaspésie dans les années 70? Ça n'a aucun rapport, là. Tu sais, c'était comme une autre époque, puis faut que tu sois bon en tabarouette, tu sais, pour partir de là, puis monter, puis jouer dans le national, puis en tout cas, bref, fait que toujours beaucoup de respect, surtout pour les gars de cette époque-là qui sont partis des régions éloignées où, aujourd'hui, tu sais, je veux dire,
Alexandre Texier, il se fait scouter en Magnus, tu peux plus cacher de joueur, avec les technologies, mais à l'époque, c'était comme un peu incroyable. Toi, Nico, puis by the way, je le dis pour les gens qui nous écoutent en audio, la voix avec plus de reverb, c'est Nico. Celle plus au forefront, ça, c'est Jay. Parce qu'il y en a qui a des écouteurs là-dedans. Fait comme ça, c'est bon, ça va vous permettre aux gens de vous différencier sur qui parle, s'ils écoutent juste à l'audio. Ah, exact. Donc, voilà. Donc, c'est ça pour dire, vous êtes pas jaloux ou vous êtes pas envieux des gars qui sont en ville pour l'été. Non. Ben, en plus, on a la tranquillité de l'Abitibi-Témiscamingue. Ça nous prend, je veux aller à l'épicerie, ça me prend 5 minutes, même si je suis sur le bord de l'eau. Fait que, c'est ça l'avantage. On vit dans les grosses villes pendant notre saison, puis on en revient en Abitibi, puis on profite de nos amis, de notre famille. Puis, on parle du côté, on parle du côté physique, de traîner l'été, jouer avec des gars, tout ça, mais il y a quand même un reset mental aussi qui est à faire l'été, d'enlever la pression pour pouvoir laisser l'oxygène rentrer avant de se rembarquer dans une autre saison sont longues, les saisons sont éreintantes. Est-ce que il y a un côté aussi parce que c'est inévitable, moi en tout cas quand je joue en Gaspésie, puis tu décroches vraiment plus, tu as vraiment plus la paix, mentalement tu sens vraiment le calme. Est-ce que pour vous c'est un facteur qui jouait aussi dans la balance, de dire ok, mais quand je reviens je suis tellement plus énergisé mentalement? Exact. Ben, je pense que c'est primordial, là. Comme tu l'as mentionné, là, les saisons sont tellement longues, là, fait que moi, il y a une année, je me rappelle, j'avais passé beaucoup plus de temps à Vegas. Puis, tu sais, quand t'es là, t'es dans la même facilité, tu t'entends avec les mêmes gars. T'as comme l'impression que t'es d'un sens, t'es encore en mode saison. Quand on revient ici, là, on se vide vraiment la tête, on s'entraîne, on va sur la glace aussi, mais après ça, on peut relaxer avec nos amis et tout. Fait que j'ai l'impression que de revenir ici pour 2-3 mois, là, quand je retourne à Vegas, j'ai vraiment beaucoup d'énergie et je suis content d'être là que la saison recommence. Vegas, j'arrive de là, je suis allé pour le repêchage avec le podcast. C'est quoi cette ville-là? J'adore que c'est là que tu habites, Nicolas. Ouais, c'est fou pour eux. Jamais j'aurais pensé dans ma vie habiter là. Même en grandissant, il n'y avait pas d'équipe là pendant tout, mais c'est tellement une belle ville. Le monde pense vraiment que il y a juste la strip, le party, puis c'est grandiose. Il y a ça, on peut en profiter comme de la famille qui vient, des chums, c'est sûr qu'on va faire un tour, on en profite. Mais à l'extérieur de ça, il y a vraiment des beaux quartiers. Nous, l'aréna de pratique est à peu près à 15-20 minutes, fait qu'on est un petit peu en dehors de ça, dans un beau quartier, des restaurants. Il y a des belles montagnes aussi, si tu veux aller, je sais pas moi, hiker. Il y a vraiment plusieurs choses différentes que tu peux faire là, dans la ville. Fait que, ouais, parle-moi un peu. Toi, t'habites-tu à Vegas même ou t'habites en dehors un peu? C'est ça, notre aréna de game, elle dirait que c'est la principale, c'est la strip. Mais notre aréna de pratique, je te dirais, c'est 15-20 minutes. Là. C'est un quartier qui s'appelle Summerland. Puis, tous les gars, on habite plus alentour de ça. Donc, oui, c'est le fun quand, comme je disais, quand nos amis viennent aller faire un tour, c'est la strip et tout. Mais des fois, on va être plus mollo aussi, puis on a un très beau quartier là, dans ce coin-là. C'est quoi les secrets les mieux gardés de Vegas? Le monde, il pense Vegas, il pense gambling, il pense spectacle. Mais c'est quoi les affaires nice à faire à Vegas que les gens connaissent pas nécessairement? Comme j'ai dit, il y a vraiment des belles montagnes dans notre coin, là, le hiking. Ouais, c'est vrai, l'outdoor. Ouais, ça c'est les Red Rock Mountain. Il y a beaucoup de gars dans l'équipe aussi qui s'entraînent, qui font du vélo de montagne là-bas. Ah ouais. Quasiment dans leur cours arrière. Là, fait que ça fait comme un clash. C'est comme je disais, le monde il pense vraiment les bars, les shows, tout ça. Mais tu as aussi le volet là, il fait tout le temps chaud. Fait qu'à longueur d'année, là, si tu veux aller justement faire du vélo de montagne ou aller marcher ou peu importe, on a des belles attractions pour ça aussi. Ben oui, ça me fait tout le temps rire aussi le monde qui vient de Vegas. C'est comme venir de la jungle. C'est comme ça se peut comme pas. Tu sais, genre comme Jason Zucker, je pense, qui vient de Vegas. Ouais, exact. Il vient de Vegas. Derek Anglin, je pense, il venait de là, où il habitait là. Je sais pas. Quel groupe de musique? On dirait que c'est comme le monde, ils vont à Vegas, ils vont visiter et tout. Mais tu sais, les locaux, on dirait qu'on les oublie un peu. Donc, c'est vrai que c'est tout à spécial là, quand tu vois quelqu'un, peu importe dans les événements ou peu importe qui disent je viens de Vegas, c'est vrai que c'est spécial. Ils sont quand même une couple de millions là, à Vegas en population. Là, ils sont pas 3-4. Là, c'est ça.
Je sais pas c'est quoi le chiffre exact, mais je sais que ça a vraiment beaucoup augmenté là, dans les dernières années. Il y a extrêmement de monde qui viennent là, de Los Angeles, la Californie. Je sais que les taxes, c'est moins cher aussi. Puis les gens aiment vraiment la ville de Vegas. Ça fait que c'est en expansion en ce moment. Ça prend du monde aussi qui habite là pour faire runner les casinos puis tout ça. Il faut qu'il y ait du monde qui reste. Alors que la ville, le concept, c'est que le public, les shows restent les mêmes parce que c'est le public qui change. Alors que d'habitude, c'est un artiste qui change de ville. Mais eux, c'est l'inverse, Vegas. Mais ouais, il y a aussi un groupe de musique qui est très connu qui vient de Vegas, c'est The Killers. Je sais pas si vous connaissez The Killers. Ouais, Mr. Brightside. Ouais, exact. Ils connaissent les classiques. Ils viennent de Vegas, eux aussi. Ce qui est comme aussi. Je savais pas. Et voilà. C'était le fun fact de la journée. Mais oui, Vegas, en tout cas, bref, c'était vraiment crampant d'aller là pour le repêchage. Qui était l'année passée à Nashville. Ah ouais. On passe un autre ville. Un autre lien entre vous deux. Ben oui, on était l'année passée, j'étais au Kid Rock Bar. Bill Guérin, avant de faire son pick, a remercié Tootsie's, le bar sur Broadway. Il avait dit "Thanks for the beverage." Non, qu'est-ce que tu dis? Thanks for. Oh non, thanks for keeping us well hydrated. Well hydrated. Ouais. Ce qui était de manière. Ouais, t'as comme. Je sais pas comment il y a de bord, ça, c'est la petite strip, c'est pas si long que ça, là, c'est pas la longueur de la strip à Vegas. T'es-tu un fan encore... Excuse, vas-y. Non, j'allais dire que encore là, il y a du monde qui viennent une fin de semaine à Nashville puis qui sortent pas de Broadway. Là. Ouais. Mais tu sais, il y a beaucoup plus de choses aussi encore. Là. C'est quoi aussi les secrets les mieux gardés de Nashville que les gens ont pas nécessairement vus? Ben, il y a beaucoup de forêts, là. Il y a beaucoup de hikes aussi, beaucoup de montagnes autour. Un peu comme Vegas, une végétation un peu différente, là, mais c'est surtout basé sur la musique, là, Nashville. Oui. Il y a les gros bars là, sur Broadway, mais t'as plein de petits speakeasy autour, des petits venues que les artistes essaient de se faire découvrir. Qu'est-ce qui est le fun, c'est que tu vas n'importe où, là, tu vas dans un resto, tu commences à parler au barman, barmaid, serveur, c'est tout du monde qui viennent pas de Nashville, mais ils ont déménagé à Nashville, puis c'est des petits side jobs qu'ils ont, mais eux autres, c'est un écrivain, c'est un chanteur, c'est un guitariste qui essaie de se faire une carrière. Ouais. C'est super intéressant comme ville, il y a beaucoup d'histoires, puis quasiment il y a des grosses boîtes, là, artistiques sont toutes là aussi, là, fait que. T'es-tu un fan de musique? Tu rencontres plein. Ouais, je suis un fan de musique, je suis un fan de country aussi. Ouais. Fait que, c'est sûr que quand j'ai été échangé à Nashville, j'étais super content. T'as-tu rencontré certains artistes que t'écoutes? Ouais, quand même. J'ai rencontré Nate Smith que j'adore. Puis lui, j'ai eu la chance d'apprendre une bière avec, parler, fait que c'est d'y poser quelques questions. Fait que c'est super le fun de voir leur side de leur business puis de leur day-to-day aussi, là, qu'est-ce qu'ils font comme préparation, tout. Puis c'est super, comme il y a une fille aussi que j'utilise pour des traitements à chaque semaine. Elle traite Chris Stapleton aussi. Là. Ah. Fait que, je pose une couple de questions sur lui, comme quand il a fait sa Ligue nationale là, au Super Bowl là, il y a 2 ans, je pense. Ouais. Mais il l'avait flyé pour se faire traiter comme la soirée d'avant. Fait que elle me comptait toute sa préparation avant juste comme 50 secondes là, ouais. de show. Là, fait que c'était super impressionnant. C'est le fun d'avoir cette connexion-là aussi avec la musique, là, puisque c'est un autre monde carrément que le sport. Là. Est-ce que tu sentais qu'il y a comme un parallèle dans la préparation entre une game de hockey et un show? Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de préparation que ça. Je pensais, tu sais, souvent tu vois les artistes prendre une petite bière, relax, ils jambent sur le show. C'est ça que t'as l'impression de, mais tu sais, ils font leurs vocals l'après-midi, ils se préparent, nap, un peu comme nous autres. Fait que c'est le fun de voir ça, là. Est-ce que t'écoutes la chanson Tennessee Whiskey de Chris Stapleton? Ouais. C'est un de ses hits, parce que sachant que t'es au Tennessee, t'es comme direct dedans. Ouais, c'est ça, mais il habite là aussi, je pense.
Oui, il y a plusieurs... il y a beaucoup de gars là, de la NBA, de la NFL qui habitent à Nashville aussi dans leur off-season. Fait que, je sais que comme Phil Forsberg, là, un de ses meilleurs... la femme à Phil Forsberg, sa meilleure amie, c'est la blonde, c'est la femme à Kettle, à George Kettle. Je sais pas c'est qui, c'est un chanteur country? Non, George Kittle, c'est le tight end des 49ers. OK. Comme, je sais pas si tu connais un peu le football, mais c'est comme un des meilleurs tight ends là, de la position. Là. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de gars aussi qui créent des connexions là, avec d'autres sports, d'autres champs artistiques. Fait que, cette ville-là, je serais vraiment déçu si j'étais tradé. Là. Je comprends un peu Alex Harry, on en avait parlé un peu avant le show, là, qui a signé là, de vouloir signer là, puisque c'est une place que tu peux pas partir. En plus que cet été, vous avez eu un été, mouvementé. Vous avez ajouté beaucoup de talent en peu de temps, avec Marchessault qui arrive avec son Conn Smythe, puis quand même Steven Stamkos. Parle-moi un petit peu de comment toi, tu as vécu le 1er juillet, de voir que Barry Trotz a été, pour reprendre des termes Vegas, all-in sur Nashville. Ouais, c'est super le fun. Tu veux pas, ça crée de l'excitation, ça crée la motivation aussi en tant que joueur. Là, tu te dis, OK, là, c'est comme ton GM fait les moves pour placer l'équipe pour être un contender. On a la chance de se rendre loin en série, puis on a une équipe que sur papier, tu nous regardes, tu dis, hey, mettons qu'ils gagneraient la Coupe Stanley, ça nous étonnerait pas. Là, c'est super motivant, puis c'est sûr que j'en parlais un peu avec Alex, on se textait pendant le 1er juillet, mais on n'en revenait pas. Là. Moi, j'étais dans l'avion, en plus, je revenais de Saint John, Newfoundland, puis j'ai atterri puis je vois tout ça, là, je capotais. Là. Dis-moi, parle-moi un peu de comment les gars réagissaient dans le groupe chat. Mais on était super excités. Dans le groupe chat d'équipe. C'était comme les gars, ça écrivait Let's Go. Les gars, il y avait super hâte. On dirait qu'il y a comme une nouvelle énergie autour de l'équipe. Surtout que l'an passé, au début de l'année, là, tout le monde nous voyait comme en bas de classement, puis on a réussi à faire les playoffs. Fait que déjà là, ça a comme créé un engouement pour l'année d'après. Puis là, je pense que c'est un peu pour ça aussi, tu sais, un gars comme Steven Stamkos, Marchessault, Brady Shea, qui regarde notre jeune équipe, qui dit, hey, puis on avait super beaucoup de masse salariale aussi, on avait une grosse, on prenait pas beaucoup d'espace, fait que ça a donné la chance aussi à Barry Trotz d'aller chercher les gars de même, mais c'est les gars de même aussi, il faut qu'ils les attirent, là. Faut qu'ils veulent venir jouer, puis les autres, ils veulent gagner d'autres coupes. Ils sont pas satisfaits avec ce qu'ils ont. Ils en veulent toujours plus. Fait que c'est super excitant quand tu vois des gars de même qui veulent venir jouer dans notre équipe. Là. Nicolas, tu as joué avec Marchessault les dernières années. En plus, les deux, vous êtes Québécois, puis quand même un bon... il a une bonne personnalité, Marchie. Il donne pas sa place. Pas pour rien qu'il s'est rendu aussi loin en n'étant pas repêché. Parle-moi un petit peu de Jonathan Marchessault et par le fait même, Jay va en apprendre. Parle-moi un petit peu de Marchessault comme personne. Moi, j'en ai long à dire. Là, pour de vrai, c'est vraiment là, un de nos leaders, un de nos piliers qu'on vient de perdre. Là. Fait que c'est Marchie, c'est un gars qui va tout le temps avoir du fun. Je me rappelle, tu sais, on joue en finale de la Coupe Stanley, c'est morning skate, tous les gars sont nerveux au morning skate, ça parle pas trop, puis t'as Marchie qui crie à toutes les fois qu'il score un goal, tu sais, il trip tous les gars, fait ça pour dire qu'il met vraiment une belle ambiance dans une équipe. C'est vraiment dur d'avoir pas de fun alentour de ce gars-là, il est bruyant, Jay va s'en rendre compte, mais c'est vraiment un bon gars, puis c'est un winner là, quand ça glace, quand c'est le temps de lever un jeu d'un cran, d'avoir un but important. Là. On dirait qu'on se tournait un petit peu tout le temps vers Marchie, puis il allait chercher un gros but aussi. Là. Fait que c'est un winner, c'est un leader, puis c'est vraiment un bon gars. Quand tu es arrivé à Vegas, tu étais jeune, tu t'avais joué un petit peu à Caroline, mais pas beaucoup. Est-ce que, en tant que Québécois, est-ce qu'il t'a appelé? Est-ce qu'il t'a amené manger? Comment est-ce qu'il a réagi justement à la venue d'un jeune Québécois dans l'équipe à Vegas? Ouais, ça a vraiment été, il m'a vraiment pris sur son aile, là, pour de vrai au début, là, je le remercie vraiment pour ça.
j'avais la chance là, d'avoir Will Carrier, mais il est un petit peu plus jeune, mais lui aussi il m'a beaucoup aidé, mais Marc-André Fleury puis Marchessault là, qui m'ont vraiment beaucoup aidé, supporté dans les débuts. Là, je connaissais pas personne, justement, j'arrivais d'un échange, donc c'était vraiment le fun d'avoir des Québécois qui m'ont aidé comme ça. Ironiquement, Will Carrier vient de signer avec ton ancienne équipe, les Hurricanes. On dirait qu'il y a un roulement, il y a comme un lien de tout à tout. Un autre que j'ai joué avec, moi, en plus, ça faisait plusieurs années qu'on jouait ensemble, c'est la 4e ligne, puis lui, il est vraiment pas le fun, il est le fun à jouer avec, mais à jouer contre, je sais très bien que il patine, il est fort, il frappe, donc on est vraiment déçus de l'avoir perdu lui aussi, mais je suis sûr que ça va très, très bien aller, lui, là, en Caroline. Ouais, puis je veux dire, il s'est décroché un vraiment beau contrat aussi, là, fait que je suis content pour lui, là, de ce côté-là. D'ailleurs, je regardais justement tantôt, avant de vous parler, toi, tu as joué avec les Charlotte Checkers. Puis tu as joué avec un gars avec qui j'ai fait un camp de hockey. J'étais comme, oh my God. Quand j'étais jeune, j'allais dans le nord de l'Ontario, il y avait un camp qui s'appelait Hockey Opportunity Camp, qui était dans une petite ville qui s'appelle Sundridge, d'où vient le défenseur Greg DeVries. Mais vous êtes peut-être un peu trop jeune pour Greg DeVries, mais il jouait pour l'Avalanche puis les Trashers d'Atlanta, donc ça donne une idée de son âge. Et il avait gagné la coupe avec l'Avalanche en 2001. Puis c'était pas loin de North Bay, puis dans ce coin-là. Puis il y avait un gars qui venait des States, qui venait du Michigan, qui s'appelait Andrew Miller. Puis Andrew Miller, il a été capitaine à Yale. Ben, il a joué à Yale, c'est 4 ans. Puis la 4e année, il était senior, il était capitaine. Puis ils ont gagné le National Championship. C'est lui qui allait chercher le trophée. Je me souviens, ce gars-là, il était fort. Là. On était des enfants. Je sais pas, on devait avoir 10, 12, 13 ans, 14 ans. Je sais pas, mais j'étais comme... Fuck, il était petit en plus. Il était vraiment petit. Ouais. Puis il y a des skills. J'étais genre, man, il est vraiment bon, ce gars-là. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver avec ce gars-là. Il a joué une coupe d'ailleurs, fun fact, lui, il a joué un petit peu avec les Oilers, genre 9 games NHL. Ouais. Sa 5e game, il se fait enfarger, tir de punition. Son premier et seul goal NHL en tir de punition. En tir de punition? Ouais. Vraiment weird. Tu peux le checker, tu checkeras sur YouTube, c'est assez weird. J'étais comme, oh my God. Je pense que je revenais d'un show, j'ouvre la télé, j'étais comme, hein? Hey, c'est le gars que j'étais allé au camp avec, il score un goal. J'étais comme, c'est malade. J'avais écrit sur Facebook, j'étais yo man, c'est fou, genre, tu sais. Ça pour dire, t'as joué avec ce gars-là. Ce gars-là, il a joué juste 9 games avec les Oilers avant d'aller avec l'organisation des Hurricanes. Puis après ça, il a eu une belle carrière quand même. Il a joué en Ligue A en Suisse, il a joué dans KHL. Tout ça, mais tout ça pour dire c'est un gars avec qui tu as joué. Je sais même pas si t'as quelque chose à rajouter sur lui, je voulais juste le dire. Mais ouais. Moi j'ai joué ma première année avec Milsey, puis c'était un de nos vétérans. T'as quand même une couple d'années de plus vieux que moi, là, mais c'est un gars assez silencieux, un artiste aussi, incroyable. Je pense qu'il lui c'est son genre de choses, c'est d'aller dans les musées là, tu sais. Vraiment un artiste, un personnage aussi. Puis c'était vraiment un de nos leaders. Il était, comme je l'ai mentionné, là, il avait des skills, il était tout petit, mais il patinait. Puis il a vraiment eu une belle carrière. Là. Comme tu as dit, après ça, je pense qu'il est allé en Europe, puis il a gagné des coupes aussi, puis il a vraiment eu une belle carrière. On parlait de Québécois quand tu étais à Vegas. C'était impossible de dire Québécois à Vegas sans dire Marc-André Fleury, Flower Power. Parlant de personnalité explosive, parle-moi un petit peu de Marc-André Fleury, puis comme quand tu as découvert le gars à ton arrivée. Ben, tu sais, quand tu penses à Marc-André Fleury, là, même avant de le connaître, tout le monde dit hey, c'est une personnalité incroyable. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup des de même. Fait que tu te dis bon, on va voir il ressemble à quoi, tu sais, puis il agit comment il est. Puis j'ai jamais vu un gars travaillant comme ça, un gars souriant aussi. Tu sais, il avait à peu près tout gagné dans sa carrière, que ce soit des coupes, que ce soit le nombre de matchs, tous les honneurs. Puis c'est lui qui arrivait à chaque jour aux pratiques, puis il voulait travailler plus que tout le monde. Il était content d'être là. Même rendu à un âge un petit peu plus élevé. Souvent, là, on voit des goalers, tu vas faire un lancer, puis après ça, le deuxième joueur il arrive rapidement, fait qu'ils sont prêts à passer au prochain, mais lui, il voulait vraiment que tu joues ton rebound jusqu'à la fin, que ce soit un but ou un arrêt, même des fois. Il fait ça pour rire, mais ça arrivait là, que si un joueur il laissait un rebound en avant de lui, un petit slash sur le mollet en voulant dire « Ah ouais, là,
on y va jusqu'au bout. Puis tu voyais que c'était vraiment un compétiteur, il y avait du fun. Fait que, puis il prenait vraiment les gars sous son aile aussi. C'était tout qu'un leader. Puis je pense que tu demandes à n'importe qui, les fans de Vegas, là, c'est à qui le premier nom qui te vient en tête quand tu penses au Golden Knights de Vegas. Puis je pense qu'encore à ce jour, c'est probablement Marc-André Fleury. Est-ce que tu restes encore en contact avec lui, même s'il est plus à Vegas, ou on se texte encore une fois. Il y a tellement eu encore des honneurs dans les dernières années. On se texte une fois de temps en temps pour justement se féliciter. Puis c'est plus ça vraiment. T'avais-tu parlé un petit peu de Montréal avec Max Pacioretty quand il était à Vegas, étant québécois, ou pas vraiment? Un peu. Mais tu sais, c'est drôle parce que cette année-là, justement, sa dernière année, je pense, on avait joué justement contre les Canadiens en série. Puis tu sais, il nous disait à quel point que c'était l'année COVID, fait que c'était pas rempli. C'était rempli à Vegas, c'était pas rempli à Montréal. Mais tu sais, il nous disait à quel point que les partisans là, sont fanatiques. Puis tu sais, il y a eu vraiment des belles années. Je suis sûr que ça a été plus difficile pour lui ces dernières années à Montréal, là, mais somme toute sa carrière, en majorité, c'est là que ça s'est passé. Puis il a vraiment aimé ces années là-bas. Ben oui, parlons-en un peu, les fameuses demi-finales contre le Canadien en 2021, où tu as même scoré un overtime game winner, d'ailleurs, sur Carey Price. Tu pourrais dire que tu as été le clou dans le cercueil de la carrière de Carey. C'est dans ses derniers matchs en carrière. Évidemment, à cause de son genou, mais parle-moi un petit peu de ça, de venir jouer au Québec, à Montréal, le contexte COVID, le Canadien qui vous bat envers et contre tous dans une espèce de mise en scène improbable. Parle-moi un petit peu de ça. Ben, pour de vrai, c'était vraiment un scénario, pour un Québécois, un scénario de rêve d'un sens. Tu regardes, à cause de l'année COVID, Montréal, on aurait juste pu les prendre, une autre année, on aurait juste joué contre eux, mettons, en finale de la Coupe Stanley. Puis là, comment c'était fait? Il y avait la division canadienne, fait qu'on a joué contre eux en demi-finale. Mais tu sais, quand on a su que c'était l'extérieur de Montréal, j'étais vraiment excité. Là, Moi, c'était dans mes premières années aussi. Donc, jouer contre Montréal, en demi-finale de la Coupe Stanley comme ça, veux pas. J'ai eu des fans des Canadiens, que ce soit dans mon Facebook, dans mes amis et tout, fait qu'on voyait l'engouement qu'il y avait aussi. Fait que c'était vraiment le fun d'avoir la chance de jouer un Québécois là, contre les Canadiens dans des matchs en demi-finale de la Coupe Stanley comme ça. J'ai dit à un ami à moi qui a commencé à suivre le hockey quand Vegas est arrivé. Genre, il a comme commencé puis c'est devenu son équipe Vegas, tu sais. Puis j'ai dit, je reçois Nico Roy, là, t'as-tu des questions, t'as-tu des affaires? Puis puis il m'a juste dit, j'ai quelque chose avec, on dirait que Nicolas il score vraiment des goals clutch qui me font dire, oui, fuck! Il dit comme Nick score des goals qui font chercher des émotions. Il semble qu'il est quand même assez clutch dans ces moments. J'étais comme, il n'a scoré des pas pires. Quand même, un des autres points qui vous unit, les deux, vous avez été coachés à des moments différents par Monsieur Bruce Cassidy. En ordre chronologique, Jay à Boston. Jay, c'est quoi ton souvenir de Bruce Cassidy? Bruce, c'est un super bon coach. Là. Tactiquement, là, il connaît vraiment la game de hockey. C'est un gars super émotionnel, c'est dedans. Il donne du gaz au gars. Si tu fais une erreur, attends-toi à ce qu'il te le dise. Puis il prendra pas 2-3 chemins pour te le dire. Il te rentre d'en face. Là. Fait que tu sois super fort mentalement, jouer pour lui. Mais aussitôt que tu comprends son style de coaching, là, il peut apporter n'importe quelle équipe là, jusqu'à la Coupe Stanley. Mes années à Boston, on a tout le temps été super compétitifs avec lui. C'est sûr que ça l'aide quand j'ai rentré, on avait nos leaders, c'était Brad Marchand, Zeno Chara, puis Patrice Bergeron. Fait que c'est sûr que quand t'as ce noyau-là, c'est sûr que t'es compétitif, mais en plus avec les capacités à Bruce de pouvoir nous amener sur le droit chemin, puis nous amener des tactiques de jeu qui nous séparaient là, des autres équipes, c'est sûr que ça l'aide, mais non, c'est sûr que comme coach, moi je pense que un des mots que je retiens le plus, si je peux le décrire, là, c'est un brain de hockey. Là. Il connaît vraiment sa game. Là. Je demande parce que j'ai reçu Max Talbot récemment qui a eu Bruce Cassidy comme coach aussi, je sais pas si c'était à Boston ou dans la Ligue américaine. Ouais, c'est à Boston, je pense. Il l'a eu à Boston.
Puis il disait, genre, il dit Bruce, moi je l'ai vu pleurer 2 fois cet homme-là. Puis j'étais comme quoi? Il disait dans la chambre comme Sorry boys! Sorry I lost! Parce que des fois il avait comme snappé puis il y avait genre, je sais pas trop quoi, il était parti sur le ref puis il est comme si je vous écoutais à la game, c'est de ma faute les gars. Puis il était comme ça, carrément, je pensais pas qu'il allait fondre en larmes. Non, c'est un gars super émotionnel. Là. Quand il est sur le banc, là, il vit la game à 100%. Un émotif. Nick pourra en parler aussi. Là. Ben ouais, Nick, toi, t'as eu la version 2.0 là, à Vegas qui vous a même amené all the way. Parle-moi un petit peu de toi, le Bruce Cassidy que tu connais à Vegas. Ben, Dieu l'a vraiment bien écrit, là. Puis, ça me fait rire un peu, mais c'est vraiment vrai, tu le vois, on l'a vu plusieurs fois, là, pleurer, que ce soit des séquences dans la vidéo, quand c'est haut en émotion, dans le sens, tu sais, un matin, peu importe, là, que ce soit, on fait du vidéo, puis c'est la finale de la Coupe Stanley, puis il fait le vidéo, il fait son speech après, puis il nous dit à quel point que ça représente gros pour nous, puis pour lui, ce match-là. Tu vois les larmes dans ses yeux. Fait que c'est vraiment un coach émotionnel. Ce qui a des fois mené aussi à des prises de bec, là, parce que quand tu arrives sur le banc puis que justement, comme je l'ai dit, t'as pas fait un bon jeu des fois, tu te le fais dire directement. Puis quand tu rajoutes un gars émotif comme Marchessault justement aussi, des fois ça se transforme en prise de bec. J'en ai vu quelques-unes de ça. Mais c'est vraiment, comme j'ai dit, là, un brain d'hockey niveau ajustement, là, que ce soit entre la 2 et la 3e période ou n'importe quoi. Là, il est vraiment solide pour ça. Tu sais, juste avant Bruce, vous avez eu Pete DeBoer. Tu sais, Pete DeBoer, ça fait je sais pas combien de fois qu'il va dans le top 4, tu sais, le Final Four en finale de la Coupe, que ce soit avec les Devils, il l'a fait avec les Sharks, il l'a fait avec vous autres, il l'a fait avec les Stars cette année. Tu sais, je veux dire, faut quand même... Il y a clairement quelque chose que le gars fait bien pour se retrouver dans les top 4 des équipes à chaque année en série. Parle-moi un petit peu de la différence de coaching, Nick, entre Pete DeBoer, son style, et le style de Bruce Cassidy. Quel est le style de Pete DeBoer? Quel est le style de Bruce Cassidy? En tout cas, les deux en comparaison. Je pense que, tu sais, premièrement, les deux, Pete DeBoer, il est vraiment moins émotionnel que Bruce. Il est vraiment plus silencieux dans le sens sur le banc. Il va plus prendre personnellement les gars puis leur dire qu'est-ce qu'ils devraient travailler, un petit peu moins émotionnel. C'est vraiment une brain aussi là, niveau tactique. Tu regardes Pete, c'est comme tu dis, ça fait plusieurs années qu'il se rend loin aussi d'année en année. Il est vraiment proche aussi de ces gars là, à l'impratique, peu importe, il va parler à ces gars pour établir une bonne connexion aussi. Là. Fait que je te dirais que la grosse différence, ça, c'est vraiment côté émotionnel entre les deux. Il y en a un qui est pas mal plus intense. Rendu là, il y a des gars qui aiment mieux un coach un peu plus discret. Puis il y a des gars à l'inverse qui aiment mieux se le faire dire directement. Ça les remet dans la game un petit peu. Fait que ils sont un petit peu différents aussi. Est-ce que côté système de jeu, côté approche, il y avait une grosse différence aussi entre les deux, tu sais, de comment ils utilisaient les outils à leur portée, c'est-à-dire votre équipe, les joueurs étoiles que vous possédez, leur approche pour vous faire gagner, à quel point était différente? Niveau joueur étoile, ça se ressemblait quand même, mais je te dirais que la grosse différence, c'est le système à Pete DeBoer, il est vraiment en zone défensive. Il est un petit peu plus un système moins agressif, que ce soit en zone neutre ou en zone défensive. Là, c'est plus protéger le devant du filet à tout prix, tandis que nous, on va être un petit peu plus avec Bruce, un petit peu plus agressif, que ce soit, comme je dis, en zone neutre ou en zone défensive. Là. Donc, je dirais que c'est pas mal ça la différence que je vais. Mm-hmm. Oh, petite pause santé, question de se revigorer. Je vous donne des mots-clés. Montréal, sold out. Québec, sold out. Saint-Eustache, sold out. De quoi je parle? Des régates. Jokes, de mon spectacle, ou je veux dire du spectacle de l'humoriste David Bocage, qui est une personne très particulière. Je sais pas si je le suggère, c'est une personne que je qualifierais d'un peu zouzou. Puis moi, vous savez, là, ces genres de personnes-là, je m'en tiens loin. Alors,
Sold Out Montréal, Québec, Saint-Eustache, déjà de la tournée super normale de mon show, qui non seulement s'apprête à être lancé au moment où vous écoutez ceci, à Montréal le 26 mars, mais qui va partir en tournée carrément au Québec, peu importe où vous êtes, Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, partout. Peu importe où vous êtes au Québec, il y a une date pour vous. Je vais passer avec mon spectacle. Vous trouvez que je suis un petit peu zinzin dans mes intros ici ou dans mes trucs? Les amis, ce n'est rien à comparer du spectacle. Il est vraiment là, du Davy Alert pur jus. Là. On va vraiment dans l'essence même de la vanille de ma maladie mentale. Et ça, c'est naturel. Hein? C'est une essence naturelle et non pas synthétique, artificielle. Donc, venez voir ça en personne, ça va être absolument agréable. Les rodages là, se terminent au moment où j'enregistre ceci, c'est absolument grisant. Le spectacle, quand ils l'ont vu en rodage, le spectacle est vraiment en termes ouverture, fermeture, il y a un décor, les costumes, l'éclairage, vraiment la totale. On est vraiment rendu du nouveau matériel. C'est le spectacle dans sa vraie forme, super normal. Venez voir ça. Ça va être fabuleux, les amis. J'ai vraiment hâte de vous voir en salle, de vous jaser après. C'est toujours un plaisir. Alors, tous les billets, peu importe où vous êtes au Québec, c'est au davidbocage.com. On se voit en salle dans pas longtemps et on retourne aux Boys ou Boy, dépendamment si Nicolas est encore dans l'appel au moment où ça reprend. OK, bye-bye. Parlant de personnage, tu as aussi joué avec Robin Leonard, le gardien. Je pense qu'il n'y a pas comme une collection de serpents, d'ailleurs, ce gars-là. Une ferme de serpents, je sais pas trop. Ouais. Il y avait une ferme de serpents. Pendant une couple d'années, pour lui, il en parlait, c'était comme de hobby. Là. C'est quand même un hobby assez spécial. Là. C'est quand même pas. Oui, c'est ça. Quand même pas commun, là, mais non, c'est pour vrai, Lenny, c'était tout qu'un personnage. Là. Il avait pas peur de dire ce qu'il pensait, puis de défendre ses opinions aussi. Je me rappelle, justement, il était là dans les années COVID, donc que ce soit avec le NHLPA, quand c'était le temps de défendre les droits des joueurs ou de défendre ses opinions, puis il était là, il était vraiment là pour défendre les joueurs, puis c'est vraiment un bon gars, puis c'est sûr que c'est un personnage aussi. Est-ce que vous le voyez encore dans l'entourage de l'équipe ou plus du tout, dans le fond? Non, on l'a pas vu. Ça doit faire 2 ans. Il y a vraiment eu une grosse, je pense que c'est une opération à la hanche, si je me trompe pas. Puis depuis ce temps-là, je pense qu'il s'entraîne à Vegas aussi, mais pas dans l'entourage de l'équipe. OK. Mon ami qui suit Vegas m'a dit qu'il y a une couple d'années, il avait lu à quelque part que George McPhee aurait un peu appris le français ou essayé d'apprendre. C'est-tu vrai, ça? Puis à quel point? À quel point il y a encore du travail, à faire. Mais il est drôle parce que, tu sais, à chaque jour, je pense que c'est sur Duolingo, l'application. Ouais. Il dit qu'il travaille là-dessus. Fait que, tu sais, il y a quand même une petite base. Puis le matin, là, il va me dire salut Nick, comment ça va? Tu viens dormir? Tu sais, des petites phrases comme ça. Ça tourne tout le temps autour des mêmes phrases, mais c'est drôle. Il essaie de parler français un peu. Tu réponds-tu en français? Moi, je réponds en français, justement, pour ces 2-3 phrases-là, puis après ça, on switch, c'est pas drôle, on règle par exemple. As-tu bien dormi, Nick? Puis toi, de répondre, non, on l'a échappé hier soir, puis là, il est comme, je comprends pas, fait que là, il va vite chercher les mots. C'est ça. George McPhee. Oui, je t'ai demandé aussi, le dernier que je t'ai demandé, c'était Eichel. Comment que t'as trouvé, tu sais, Eichel, il était dans une position de leadership à Buffalo, ça a été vraiment difficile. Puis il est arrivé à Vegas dans un tout autre rôle où il n'y avait pas à être le go-to guy nécessairement. Il pouvait juste être... Parlons un petit peu de ce gars-là dans la chambre. Tu sais, certains disaient à Buffalo, il n'aurait peut-être pas dû être capitaine. C'est peut-être pas la bonne personnalité pour être capitaine. Comment ça fitait comme pièce de puzzle pour toi à Vegas? C'est sûr qu'il est arrivé, premièrement, il a vraiment été capitaine d'un jeune âge. Là. C'est mettre beaucoup de pression, je pense, à un gars capitaine, je sais pas c'était quel âge, dans le coin de 22 ans. Là. 22, 23 ans. Ouais. Quand il est arrivé à Vegas, justement, comme tu as mentionné, on avait beaucoup de gars en Pietrangelo, en Stone, qui avaient déjà été capitaine dans le passé. Donc, le spotlight, si on peut dire, n'était pas nécessairement sur lui autant qu'il l'était à Buffalo. Fait que je pense que ça a vraiment été bénéfique pour lui. Il pouvait vraiment se concentrer sur sa game sans être le Jack Eichel show un petit peu comme c'était à Buffalo.
Mais pour nous, là, cette addition de Jack Eichel là, pour gagner la Coupe Stanley, ça a vraiment été primordial. Là. Je pense que surtout en série, là, ça c'est la première série, puis le monde il voit Jack Eichel comme un joueur offensif, mais c'est surprenant, tu sais, défensivement. Premièrement, il y a un coup de patin incroyable. Fait que quand c'est le temps de back-checker ou de jouer shutdown contre les meilleurs centres au bord, que ce soit un McDavid, en série, en deuxième ronde, ben, il n'y a pas de trouble pantoute là, à le suivre puis à jouer bien défensivement non plus. Fait qu'il jouait des 20 à 22 minutes pour nous solides à tous les soirs. Puis, comme j'ai dit, là, ça a vraiment été une pièce importante là, pour gagner la Coupe. Mais non, si tu avais dit à plusieurs que Jack Eichel allait gagner la Coupe Stanley avant McDavid, plusieurs n'auraient pas cru, mais il est allé la chercher quand même. Tu sais. Parlant de joueur vedette, Jay, comme tu as dit, quand tu es arrivé à Boston, il y avait une couple de futurs Hall of Famers qui t'attendaient à bras ouverts. Et j'ai nommé Zdeno Chara. Parle-moi un petit peu de ce phénomène physique qui est Zdeno Chara, ne serait-ce que les tests physiques au début quand vous êtes en train de vomir sur le vélo, puis lui, il le fait avec une cigarette pratiquement dans pas une cigarette parce qu'il est santé, mais dans le sens que pour lui, c'est comme c'est une marche dans le parc. Ouais, parle-moi un petit peu de lui puis ses capacités physiques exceptionnelles. Ben, il est quasiment surhumain. Sérieux, il devait peser proche 250 livres, peut-être même plus. Là. Je me rappelle plus exactement, 6 pieds 9. Puis à chaque année, il gagnait le au test physique, c'est lui qui faisait le plus de chin-up. Mais tu sais, plus que tu as des longs bras, plus que tu es lourd, un chin-up, c'est plus difficile. Mm-hmm. Tu sais, il faisait comme 40 cas de chin-up. Là. Toi, t'en faisais ouais, ça avait pas de bon sens. Toi, t'en faisais combien? Mais tu sais, à cet âge-là, j'avais, mettons, 18, 19, 20, là, genre, j'ai les longs bras, là, j'en faisais genre 5, 6, mettons. L'autre, il en faisait 40. C'est sûr que là, je suis plus fort physiquement, j'étais capable d'en faire plus, là, mais à cet âge-là, je capotais, là. Tu sais, ça a tout le temps été comme, et quand j'étais comme midget 3 ou junior, j'étais comme, c'est parce que je suis lourd pis j'ai des longs bras, là. Je sais pas, c'est comme je me faisais à croire que c'était pour ça, là, que j'étais pas bon chin-up, là, t'arrives, ton premier camp d'entraînement, pis t'as Zdeno Chara qui détruit tout le monde à plus que 40 ans, en plus, là, tu sais. Qu'est-ce que t'allais dire, Nick? Il sa carrière puis il rentre tout de suite sur des marathons, là, tu sais. C'est ça, là, il y a comme, je pense que il y a une addiction aussi, lui, là, à l'entraînement, puis tu sais, c'est le sport, puis c'est sa vie, puis des sensations fortes, là. Je pense qu'il avait besoin de ça. Parce qu'aussitôt qu'il a pris sa retraite, là, il s'est reviré vers les marathons. Comme, je pense que c'est cette année qu'il a comme couru le marathon de Boston, puis le marathon de Londres, en même pas une semaine d'intervalle ou une semaine d'intervalle, tu sais. Puis tu checkes ses photos, là, il a comme fondu, là, il a vraiment rendu avec une chef de coureur. Là. Je pense qu'il fait ses marathons en quasiment 3 heures, là, comme 3h05, 3h08, je pense qui est comme fou, là, tu sais, il approche 50 ans pareil. Là. On parle ici d'un toxicomane d'endorphine. Ouais, c'est exactement ça, je pense. Il a besoin de sa dose. Ben oui, moi, je sais pas si vous connaissez Jay du Temple, mais il a fait le marathon à course puis à vélo. Puis je l'ai pour l'avoir vécu, de l'avoir vu de proche, c'est fou dans la tête. Je pense que ce que ces gars-là ont là, en termes de sport d'endurance, il y a comme une relation aux endorphines où j'ai l'impression que c'est comme de l'héroïne qui se piquait dans les yeux. Là, ils sont genre youhou! Exact. Et quand tu t'en vas plus maintenant tu t'en vas dans la science du sport, là, tu regardes le hockey. Le hockey, c'est vraiment un sport de sprint, tu sais. T'es à all-in à 45 secondes, 40 secondes, tu vas sur le banc pendant 1 minute et demie, 2 minutes, prends ton souffle, là, tu recommences. Tu sais, ton cœur, il monte, il descend, il monte, il descend. Puis, tu regardes faire un marathon, c'est carrément une autre discipline. Là. Fait d'être capable de, tu sais, pour Chara, d'être capable d'avoir fait le switch aussi vite aussi. Là, ouais. C'est un animal, ce gars-là, je te dis. Ah ouais, puis le hockey, c'est des sports d'intervalle, un sport d'intervalle, alors que le marathon, c'est vraiment de l'endurance à côté, là, tu sais. Quand j'ai mangé le jour avec Jay Vincent Dernay des Canucks, maintenant, il était là. Puis, tu sais, c'est quand même, c'est comme vous, c'est un athlète professionnel qui est payé pour être ça. Puis il était comme, puis il a dit à Jay, non, mais toi, t'es un malade. Tu sais, j'étais comme, je veux juste te rappeler que tu bloques des shots avec ta face. Vincent, il est comme, ouais, mais lui, c'est un malade. Parce que, genre, pour lui, ce que Jay faisait, c'était plus fucked up mentalement
que de bloquer une shot de chez Weber. Je prends le bord de Vincent là-dessus, c'est vrai. Donc, je pense que la dernière fois, j'ai couru, mettons, je pense 10 km, mettons 8 km, j'avais peut-être 16 ans. Ouais, c'est zéro dans mon programme d'entraînement de courir des distances. Hein. Non, c'est pas fait pour que ça. ton corps, là, en tant qu'être humain, t'es comme pas habitué à ça pendant tout. Mettons, je décide de demain, là, aller me sprinter, aller me courir un 10 km, là. Genre, je suis décollé pendant 2 semaines. Oui. Ton corps est pas entraîné pour ça. C'est ça. Parle-moi un petit peu de Patrice Bergeron. Tu sais, comme on parlait quand Nick est arrivé à Vegas, le Québécois, c'était Fleury, mais s'il y a un nom qui est synonyme avec Boston, c'est bien Patrice Bergeron. Est-ce qu'il était, en tant que Québécois, est-ce qu'il est allé te parler? Comment ça s'est passé quand tu arrives à Boston, là? Ouais, en fait, il m'a vraiment aidé beaucoup, là, un peu comme Fleury pour Nick. Patrice, il m'a pris sous son aile, là, surtout que il y avait, quand j'ai été repêché, il y avait Maxime Talbot, Patrice Bergeron, moi, comme Québécois, dans l'organisation au complet, là. That's it. That's it, là. Tu sais, les prospects, mettons, draftés, les gars qui sont dans la Ligue américaine. Fait que, avoir Patrice, là, pour moi, c'est sûr que ça m'a aidé. Je connaissais personne non plus. Mon anglais était pas si bon que ça non plus. Fait que, il m'a vraiment comme montré le chemin, me présenté à tout le monde. Surtout aussi quand j'ai commencé à faire mes premiers pas avec l'équipe là, à Boston. C'est sûr que ça, il a été là pour moi, tu sais, dans les moments plus difficiles, les moments que ça allait un peu moins bien, il était, tu sais, sans que je reach out à lui, tu sais, il me textait ou whatever, tu sais, c'est sûr qu'il me super, tu sais, je chantais qu'il n'y avait pas besoin de le faire réellement, tu sais, lui, il a une famille, il a des enfants, puis tout, c'était le premier à prendre son téléphone, puis à me demander comment j'allais, puis dans les bons moments aussi, c'était le premier à me texter. Tu sais, quand j'ai été repêché par Seattle dans l'expansion draft, le draft il venait d'arriver, je pense comme 2 minutes après que le pick soit annoncé, c'était le premier. Ça a été le premier qui m'a appelé, mettons. Mm-hmm. On m'a dit à quel point il était déçu que je partais. C'est super c'est une personne incroyable, c'est un leader incroyable. Puis je pense que aussi une anecdote là, à chaque entraînement, il prenait la peine de texter chaque gars qui était coupé, mettons. Que tu sois drafté, que tu sois invité. Puis il textait chaque gars, puis il faisait pas copy-paste, mettons, le texte. Là. Ouais. Il écrivait un texte personnalisé pour chacun. Fait que c'est une preuve de son caractère de leadership aussi. Wow, d'avoir ce niveau d'attention-là. Là. Exact. Tu dis qu'il te parlait dans les moments où c'était moins facile. Y a-tu des trucs ou quel genre de conseils est-ce que Patrice Bergeron t'a donné des fois dans des moments où y a-tu des trucs que tu as appris justement de lui que tu utilises encore ou qui t'ont aidé en tout cas à passer à travers des moments difficiles? Ouais, tu sais, je pense qu'il fait juste nous rappeler. Il me fait juste me rappeler aussi que c'était juste une game, que lui aussi il en a fait des erreurs. Puis, tu sais, quand il dit moi aussi j'en ai déjà fait des erreurs qui a coûté un goal, qui a coûté une game. Mais si Patrice Bergeron a déjà fait des erreurs, ces erreurs-là, c'est sûr que tout le monde va les faire. Là. Fait que, il te ramenait un peu sur terre. Puis, parce que ça peut être gros. Là. Boston, là, c'est quand même une grosse ville sportive. Les partisans sont super intenses. Mettons que tu joues une super bonne game, mais t'étais un héros. Tes réseaux sociaux ils explosaient. Mais mettons que tu joues une mauvaise game, là, tes réseaux sociaux explosent aussi. Là. Fait en tant que jeune joueur qui essaie de se trouver une identité aussi dans la ligue, là, des fois c'est pas évident de naviguer à travers ça. Fait il était juste là pour nous épauler là-dedans. Puis il a fait ça à moi, mais il a fait ça à Makova, il a fait ça à DeBrusk, il a fait ça à tous les jeunes joueurs qui ont rentré à Brendan Carlo. Fait que c'est sûr que il a fait ça à Brad Marchand aussi. Il l'a pris sous son nom. Fait. D'avoir un gars de même, là, je pense, encore aujourd'hui, c'est sûr que l'organisation des Bruins, il y a comme un manque dans la chambre. Là, un gars de même là, qui se part, là, c'est sûr que ça prend une couple d'années avant de se remettre d'une perte comme ça. Là. Il était comment, justement, Marchand dans la chambre? Le gars qu'on connaît comme une petite peste de l'intérieur, c'était comment?
Non, c'est un super bon gars. C'est sûr que, tu sais, son caractère de peste sur la glace, je pense, des fois, il ressort un peu dans la chambre. Hein. Tu sais, il est tout le temps là, en train d'accueillir les gars. Tu sais, c'est un gars super, hyper actif. Tu sais, il est tout le temps en train de parler, tout le temps en train de rire, tout le temps en train d'accueillir les gars. Mais c'est un gars que tu veux dans ton équipe. Là. C'est un travaillant, c'est un compétiteur. Et encore aujourd'hui, au Québec, on parle de bon marchand, on parle d'un rat, mais tu regardes qu'est-ce qu'il a fait dans cette ligue-là. C'est un Hall of Famer, ce gars-là. Là. Oui, il a une carrière extraordinaire. Non, c'est ça, exact. Puis, parle-moi du jeune Pasternak. Quand t'es arrivé, il était jeune, mais quand même, c'était une star en devenir, ouais. Pasternak. Ouais, tu sais, il était jeune, mais tu sais, c'est en 96, moi, je suis en 97. Fait que oui, il était jeune, mais je suis arrivé là, puis ça faisait comme 4 ans qu'il jouait dans la ligue, lui, déjà. Là. Fait que tu sais, c'était un vétéran, tu sais, c'était un de nos leaders. Il a une shot incroyable. Là. Puis tu check, mettons, dans le gym, whatever, tu te dis pas, OK, c'est un freak, mais il arrive sur la glace, il patine, c'est un compétiteur. Mais tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a une shot de même aussi, là, comme, je me rappelle, mes premières années, là, à Boston, 30 minutes avant chaque pratique, Bergeron, Marchand, puis Pasternak qui était sur la glace, puis ils pratiquaient leur one-timer. Bergeron, il pratiquait son shot dans le slot. Puis Marchand, il était à poil, mettons, sur le côté droit du but, puis ils pratiquaient leur shot. Fait que, tu vois aussi tous les efforts qu'ils mettent, ces gars-là, comme pour être les meilleurs, là. Puis là, tu comprends après ça, quand tu es autour de ces gars-là, pourquoi ils sont autant bons, qu'ils mettent autant de temps là, aussi. Là. C'est sûr qu'ils ont un talent, là, mais c'est ça qui sépare aussi les gars qui sont super talentueux, mais on dirait qu'ils plafonnent, puis les gars qui sont super talentueux, puis qui dominent vraiment la ligue. Là. Mm-hmm. Mettre le petit extra quand même. Là. Exact. Est-ce que je me trompe, Jay, ou ton premier but dans la NHL, c'était contre Nicolas? Ouais. Ben, je sais pas si... Ouais. Écoute, tu jouais-tu cette game-là? Ben, c'était contre Vegas. Non, mais c'était la première année de Vegas. Ouais. Moi, je pense que c'est la première année. Ben, c'était Malcolm Subban, Dingo. C'était-tu 2018, ça? Mais ça, je pense que j'étais encore à Charlotte, ça se peut-tu? Ouais, je pense que c'était encore à Charlotte. OK. Ouais. Moi, je pense que c'est l'année avant que je sois Charlotte. OK. Ouais, c'est notre deuxième année pro. Ouais, c'est ça. Je suis encore à Charlotte. Ouais, t'étais encore à Charlotte, ouais. Il y a une séquence qui me fait beaucoup rire, Jay, où tu étais à Boston puis tu jouais contre Tampa Bay. Puis je pense que c'est Yanni Gourde qui s'en vient avec de la vitesse. Puis le juge de ligne, raconte-moi un peu ce qui s'est passé. C'est en playoff, ça en plus, c'était dans la bulle. Ah oui? Ouais. Fait qu'on était à Toronto. C'était game 2, je pense. Ah oui, c'était à Toronto. Ah, on était à Toronto, notre bulle. Même si c'était contre Tampa Bay? Ouais, mais ça, c'était comme... tu te rappelles-tu l'été là, qui ont fait les playoffs pendant... Ben, c'est l'été que Tampa Bay ont gagné leur première coupe. Ouais, 2020, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait une bulle à Edmonton, une bulle à Toronto. L'autre, on était à Toronto. Puis c'était en deuxième ronde. On jouait contre Tampa, puis c'est ça. Yanni, que j'ai joué par la suite avec là, à Seattle, pas du speed, puis il essaie de me déborder, mettons, vers ma gauche. Fait que moi, je fais mon pivot pour closer le jeu dessus, mais l'arbitre, il s'est comme passé la ligne à Yanni, mais il m'a foncé direct dedans. Là. C'est le juge de ligne qui était comme le juge de ligne, ouais, qui était direct, il était comme péri, là, mais il a comme décidé de laisser passer le porteur de la rondelle. Mais il m'a carrément fait un pic comme, mettons, à NBA, là. Yanni, il a coupé dans la zone, il a scoré. Encore ce jour-là, nos premières discussions quand on s'est rencontrés à Seattle, c'était ça, là. Mm-hmm. Ça, il était crampé, là, genre. Tellement genre... j'étais tellement sacrement, par exemple, après l'arbitre, là. Tu peux rien faire. Genre, ils peuvent pas comme annuler le but à cause d'une erreur d'un arbitre, là, tu sais. Ouais, ben, je me souviens que tu te revires, parce que là, tu te fais chipper par l'arbitre. Il continue au but, il marque, puis tu te revires vers l'arbitre, puis tu lèves les bras, genre, ben là, genre, tu me niaises, mais il y a rien à faire, là, il peut pas... Non. Il peut pas... Non, c'est ça, mais tu sais, c'est ça. Ça fait partie du jeu, là, il y a rien à faire, mais tu sais, c'est sûr que toute notre équipe, nos coachs, ils ont explosé, là.
oui. C'est surtout avec l'émotion d'une game de playoff. Aviez-vous gagné ou perdu ce match-là? Je pense qu'on a perdu le match puis on a perdu la série. Est-ce que vous aviez perdu par un but, mettons? Je m'en rappelle pas, faudrait se checker. Imagine, tu sais, de comme... T'as été repêché après ça. Profite du moment, parce que je sais pas si Nico s'est voulu, mais Nico, il est comme plus dans le... Ouais, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé. En tous les cas, je vais pouvoir continuer avec des questions pour toi. Que justement, le feeling d'être repêché dans un draft d'expansion, là, c'est quand même rare que ça arrive, qu'il y a une équipe qui arrive dans la NHL. T'es repêché. Est-ce que tu t'en doutais que tu allais être repêché par Seattle? Ben, mettons, si je commence du début, là, dans mon meeting d'exit de la fin de l'année avant, mettons, le draft d'expansion, mon GM, qui est Don Sweeney à Boston, m'avait dit on n'est pas sûr si on protège 3 ou 4 défenseurs, on va te redonner une nouvelle, blablabla. Fait que là, je reçois pas de nouvelles jusqu'à temps que la liste de protection sort. Quand la liste sort, là, je vois que je suis pas protégé. Puis là, je regarde la liste de joueurs. Tu sais, cette année-là, j'ai joué l'année quasiment au complet avec McAvoy. C'est ma première année professionnelle, mais ça a super bien été. Je jouais des 18-20 minutes par game. J'avais un rôle. Tu sais, je chantais que l'organisation m'appréciait. Mes coéquipiers aussi. Fait que de pas avoir été protégé, je savais que j'étais à risque de partir. Puis je voulais pas partir de Boston. Tu sais, c'est l'organisation qui m'a donné ma première chance dans une salle. C'est la seule organisation que je connaissais aussi. Fait que c'était un peu stressant de partir à quelque part d'autre. Fait que le matin du draft d'expansion, je me lève, puis je reçois un appel de mon GM, de Don Sweeney. Puis là, j'étais comme, ça y est, c'est sûr que c'est moi qui ai pris par Seattle, comme de fait. Il disait, on s'excuse vraiment, on est vraiment déçus de le voir partir, bonne chance. Fait que là, je l'ai su de même. Fait que c'est sûr que là, sur le coup, là, j'étais déçu. Ça a été quand même un gros choc. Et après ça, j'ai essayé comme de changer mon mindset, là, de dire, OK, ben là, c'est quand même cool de faire partie d'une nouvelle organisation, Seattle, ça va être le fun, une nouvelle organisation, de nouveaux joueurs, on repart à zéro. Mais quand tu regardes en arrière, moi, mon expérience à Seattle, ça n'a pas super bien été. Je trouve que ça a mis un setback à ma carrière, là. Je suis arrivé là, on était 8 défenseurs que l'année précédente jouaient à temps plein dans la MSA. Fait que là, tu te battais comme 8 gars qui jouaient dans la MSA. Fait que c'est pas comme si, mettons, il y avait le 7-8 qui était dans la Ligue américaine, puis tu sais, c'était tout à refaire, là. Fait que au début de la saison, ça allait quand même bien. Jouer quasiment toutes les games. Puis à un moment donné, ils ont commencé à faire un roulement du bottom 6 qui appelle du bottom 2, là. Fait que défenseur 5-6, on jouait une game chaque, mettons. Fait que là, il y avait comme moi pis aussi qui jouaient ensemble. Puis après ça, t'avais Borgen puis Fleury qui jouaient ensemble. Fait que là, on jouait une game, après ça, c'était les deux autres qui jouaient. Fait que là, ça coupe ton momentum aussi. Puis en tant que jeune joueur qui essaie de s'établir dans la ligue, c'est la pire affaire. Fait que je disais à mon agent que j'étais pas super heureux là, puis que j'aimerais savoir un nouveau départ quelque part. Fait que quand la date de limite d'échange est arrivée, ben Nashville a appelé mon agent puis il voulait vraiment m'avoir. Fait que là, surtout que j'ai su ça, je dis ouais, let's go. Faut que j'aille à Nashville. Surtout que j'adorais le country. Puis surtout que je voyais aussi que l'organisation voulait vraiment m'avoir. Fait que le trade est arrivé. Puis ça a vraiment sauvé ma carrière, je pense. C'était-tu Pat Brisson, ton agent? Ouais, exact. Fait que Pat, quand du moment où tu témoignes que tu veux changer de décor, est-ce que lui il se met à faire des appels pour un petit peu jauger l'intérêt de certaines équipes? Ben, tu sais, c'est sûr que je pense que oui, là. Je pense que c'est quand même un agent qui a de l'influence, là. Fait que, mais en même temps, ça a été, ça n'a pas arrivé du jour au lendemain que je voulais partir de Seattle, tu sais. Ça faisait plusieurs fois que j'étais comme hey, qu'est-ce qui se passe? Personne ne m'a donné une nouvelle. Pourquoi du jour au lendemain je plus? Personne ne me parlait. Mon coach de def me dit je comprends pas trop pourquoi c'est pas toi qui joues. Là,
on se parlait, tous les joueurs qui se faisaient scratcher, puis ils nous disaient toute la même affaire. Fait que, c'était une situation qui n'était pas facile pour nous, les joueurs, mais c'était pas facile aussi pour l'organisation, vu qu'il y avait un trop plein de joueurs, puis il n'y avait pas le choix de prendre ces décisions-là. Fait que, non, fait que le trade deadline est arrivé, puis comme j'ai dit, là, genre, me faire échanger à Nashville, ça a été la meilleure affaire qui est arrivée dans ma vie. Là. Après ça, j'ai signé une extension de 4 ans, puis ça m'a donné, après une année que j'ai parti de la côte est, de la côte ouest, puis revenir au centre des États-Unis, j'ai fait 3 villes en même pas 6 mois. Fait que, ça m'a donné un peu de stabilité, puis de repartir à zéro, puis de vraiment builder de quoi que j'étais fier aussi, puis de me trouver une place aussi dans la ligue. Tu as été échangé aussi contre un choix de 2, dans le sens que tu avais une bonne valeur aussi. C'était pas comme si c'était des compensations futures. Ouais, non, c'est ça. Exact. Il y a une autre affaire aussi qui, je pense, c'est arrivé cette année, qui avait beaucoup été dans les nouvelles quand il restait à peu près 0.02 secondes au match, puis que Austin Watson a fait un slap shot vers le filet des airs, mais il t'a envoyé ça direct sur le pied. Qu'est-ce qui s'est passé là? Veux-tu me dire si vous aviez un historique, vous deux, ou qu'est-ce que c'est? Ben, il y avait zéro historique, là, sérieusement. Là. Même qu'on se connaissait, parce que... Il a joué à Nashville. Watson, il a joué à Nashville, puis il habite encore à Nashville. Fait que pendant les étés, il s'entraîne à l'aréna de pratique des Preds. Mais il connaît tout le monde, là. Puis tu sais, c'est un super bon gars hors de la glace, lui, je pense qu'il y a eu ses problèmes. Là. Il était dans la NHL. Ouais, de consommation. Puis là, il est rendu ça, puis il est rendu sa coche. Tout le monde, tu sais, il est apprécié des gars. Je pense que ça a été juste une bulle au cerveau, tu sais. Je veux pas son ancienne équipe. Je pense on gagnait de comme une coupe de but. Il était peut-être frustré, whatever. Puis il a ça à la tête. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai vu aussi live, là, en avant de moi, là, j'ai eu comme l'impression qu'il savait même pas que j'étais là, tu sais. Puis il s'est comme baissé à la tête, puis il a juste décidé, même si j'étais pas là, tu sais, pourquoi tu fais ça? La game est finie, là, aller essayer de shotter sur notre goaler, ça avait pas rapport. Fait que, parce qu'il y avait pas... Parce que votre filet était pas désert. Non. OK. On gagnait la game, là. OK. C'était comme 4-1, quelque chose de même, là. Je me rappelle plus exactement, là. Mais là, en plus, je criais après, là, j'étais comme non. Puis je vois ça lancer, fait que là, j'essaie d'éviter. Là, la pire affaire que j'ai faite, j'ai comme fait le flamingo qu'on appelle, j'ai comme levé mon pied, là, fait que ça direct sur mes lacets. Je tombe à terre, là, ça crée un brawl, training, notre gros russe saute dessus. Ouais. Puis après ça, tu sais, tout le monde capotait, tout le monde savait pas trop qu'est-ce qui s'avait passé, pourquoi il avait fait ça. C'est une grosse bulle au cerveau. Même mon GM était venu me voir puis il m'a dit, inquiète-toi pas, je l'ai banni pour 1 an. Il peut pas venir s'entraîner de l'été avec nous autres. Et tout le monde était vraiment en crise là, après. Là. Et même moi, j'étais pas content. Je savais pas si mon pied était cassé ou whatever. Là. Il est venu me parler après la game, il s'est excusé. J'ai laissé la chance de s'expliquer. Puis qu'est-ce que t'as dit? Tout était correct. Là, finalement, j'ai juste eu comme une contusion au pied. Là, mais c'est un peu épais. Là. Ah oui. Mais la manière que tu slashes ton bâton sur la glace, t'étais pas exactement de bonne humeur. Non, j'étais pas de bonne humeur. Vraiment pas. Je sais pas si... Nico, essaies-tu de revenir dans le Zoom? Je sais pas, je vais essayer de... Texte-le, dis qu'il peut... il a manqué d'électricité. Il vient de me texter. Dis qu'il peut revenir dans le Zoom quand il va avoir de l'électricité. S'il revient les prochaines minutes, on va le réaccueillir à bras ouverts. On ne fait pas de discrimination, électricité ou pas. Et ça tombe bien parce que je voulais te demander... je voulais que tu me parles un petit peu d'un gars qu'on voit moins jouer ici, mais Roman Josi, je veux dire, c'est une légende vivante, cet homme-là. Tu sais, on parlait de futur Hall of Famer, c'est un talent extraordinaire. C'est probablement le meilleur joueur suisse de l'histoire qui a été produit par ce pays-là. Parle-moi un petit peu de lui. Tu sais, c'est quand même aussi son éclosion a été la raison pour laquelle aussi David Poile a échangé chez Weber, entre autres, tu sais, pour donner plus de place à Josi que je pense que pas tout le monde à l'époque savait qu'elle allait devenir aussi fort et aussi dominant qu'il l'est aujourd'hui. Parle-moi un petit peu de Roman Josi, le joueur, la personne, le talent. Ouais. Ben, en tant que joueur, c'est un gars qui a du talent
c'est fou, là, tu sais. Il s'en vient de plus en plus vieux, puis de plus en plus bon, là. Son côté offensif, il est tellement... Son brain offensif, tu sais, t'as de la misère à comprendre comment il fait ces moves-là, puis à quoi qu'il pense à la glace, parce qu'il n'y a pas un joueur, je pense, qui joue la même game que lui. La façon qu'il bouge avec la rondelle, sa deception avec la rondelle, son tir, c'est super impressionnant de pouvoir jouer avec lui, de pouvoir le voir évoluer à chaque soir, là, puisqu'à chaque soir et à chaque pratique, il fait de quoi que t'as pas vu, que t'as comme jamais vu. Fait, c'est sûr que c'est notre pilier offensif, même si c'est notre défense, notre meilleur défenseur. C'est lui qui drive l'offense, si on veut pas, là, tu sais. C'est super rare aussi d'avoir un joueur de même là, dans ton équipe. Normalement, c'est ton offense, il commence avec ton meilleur attaquant, mais nous autres, c'est carrément le contraire, là. C'est vraiment Roman qui... Si Roman joue une bonne game, il y a des bonnes chances qu'on gagne la game. Et Dieu sait qu'il y a des bonnes games souvent, c'est ça l'affaire. C'est ça, exactement. Il a presque fait 100 points là, il y a 2 ans. Il a fait comme 96 points, je pense. 96 points en tant que défenseur, là, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Ouais. Parlant de oui, t'allais dire? Non, j'allais dire, puis en tant que personne, là, il est tellement un bon gars, tellement un funny guy. Il est un peu goofy. Là, tu es en train de faire des jokes à gauche et à droite. Il se prend zéro au sérieux, ce gars-là. C'est tellement cool d'être autour de lui, puisque tu t'en rends compte des gars, mettons, qui ont des carrières exceptionnelles dans les grands, puis que même à l'extérieur de la glace, ils se prennent pas pour rien. Là, ils ont un aura autour d'eux, puis des fois, ils sont comme un petit peu difficiles d'approche, mais ce gars-là, zéro, là, la seconde que j'ai été tradé là, c'est un des premiers gars qui m'a accueilli les bras ouverts, puis joke around. Fait que, non, c'est un super bon gars à avoir dans ton équipe. Là. Parlant d'attaquant vedette, Philippe Forsberg aussi. Ouais. C'est impressionnant. Moi, c'est son shot, tu sais. Sa wrist shot, là. En patinant, on patine comme normalement, genre je retourne tout le temps à Nashville un mois avant les camps d'entraînement, puis on patine, mettons, tous les gars ensemble, puis ce gars-là, on dirait qu'il y a un puck on a string, là, tu sais. Genre, la puck qui te colle dessus, tout ce qu'il fait marche, c'est comme pourquoi t'es aussi talentueux que ça, tu sais. C'est pas juste. Qu'est-ce qu'il fait pour être talentueux de même, c'est juste naturel pour lui, là. Un gars qui est arrivé cette année à Nashville aussi, qui change quand même l'ADN de l'équipe, c'est un gars comme Ryan O'Reilly, tu sais, qui a quand même une Coupe Stanley un contimètre à Saint-Louis, puis qui a eu tout un parcours aussi. Parle-moi un petit peu de ce gars-là, c'est quand même aussi une bonne grosse personnalité, puis gros fan de musique aussi, Ryan O'Reilly. Il avait invité Céline Collar à son party de la Coupe Stanley, Ryan O'Reilly, qui est un artiste folk canadien. Parle-moi un petit peu de Ryan O'Reilly et t'as-tu remarqué le bout de son bâton? T'as-tu remarqué son ton? Ouais. Son ton comme c'est impressionnant. C'est comme, on dirait que c'est un scientifique du hockey, ce gars-là, tu sais. Il est tout le temps en train, genre, de patenter, mettons, son bâton, son équipement pour essayer d'aller rechercher 1% de plus. C'est comme son bout du hockey, sa palette est quasiment droite, mais son bout, il est comme, vraiment, c'est comme un crochet. Ouais, puis il disait que, souvent, mettons, quand il tourne avec la rondelle, ben là, il apparaît pas parce que la rondelle reste prise dans son crochet, là, tu sais. Mais c'est impressionnant à quel point ce gars-là, il travaille, par exemple. C'est le gars que j'ai joué avec qui travaille le plus fort que j'ai vu, là, tu sais, à chaque pratique, là, il en manque pas une, là. Tout le temps 30 minutes, 45 minutes avant tout le monde sur la glace. Il y a tout le temps ses petits drills qu'il fait, ses petits drills de main, ses petits drills de patin. Tout le temps le premier sur la glace, tout le temps le dernier sorti de la glace. Tu sais, il y a 4 enfants là, chez eux. Là, ah ouais, en plus. Il n'y a pas juste ça à faire, là, jouer au hockey, là, mais la raison c'est un travaillant. La raison pour laquelle il reste aussi longtemps à l'Arena, c'est peut-être précisément parce qu'il y a 4 enfants. C'est ça, exact. Il veut un petit peu de moment tranquille avant de retourner à la maison, puis ça qui dans ses oreilles, je sais pas. Mais non. Vous avez eu une saison qui avait commencé difficilement l'année dernière. Puis évidemment, vous avez remonté la pente, vous avez fait les séries. Vous avez même chauffé les Canucks.
Première ronde. Moi, je vous avais mis over Vancouver, mais je pensais que vous alliez tasser les petits jeunes. Mais là, vous allez avoir une nouvelle équipe en plus avec cette année, ça va être excitant. Mais il y a une histoire qui est sortie dans les médias qui était vraiment intéressante, comme quoi tu souris déjà, tu sais de quoi je parle, mais que vous aviez un voyage prévu à Vegas, je pense, pendant le All-Star Break ou je sais pas quoi. Puis la direction étant pas contente du rendement de l'équipe. Alors, c'est ça, vous alliez tous voir U2, c'est ça. Vous alliez voir U2 à la Sphere à Vegas. Les performances n'étaient pas au rendez-vous. Ça a été call-off par l'équipe. Ils ont annulé ça. Et étrangement, ça a été le point tournant de votre saison qui a mené à votre redressement puis à votre participation aux séries. Parle-moi un petit peu de ce moment-là vécu de l'intérieur. C'est un moment qui n'était pas le fun à vivre, mettons. Raconte-moi le moment où vous avez appris que, tel un parent qui retire une récompense à son enfant, il n'y en aura pas de voyage à Vegas! C'était quasiment ça, en plus. On venait, en fait, là, c'est arrivé après notre All-Star Break. Là, tous les gars vont en voyage. Après ça, on en revient. Tous les gars, on se parle de nos voyages. Blablabla. Là, le premier game en venant du All-Star Break contre Arizona, on gagne de peine et de misère. Après ça, deuxième game, je m'en rappelle plus exactement, mais on perd la game. Puis troisième game, on joue contre Dallas, qui est comme une de nos bonnes rivalités dans la ligue. Mm-hmm. On se fait exploser à la maison 9-2. Mais exploser. Il n'y a pas un gars qui joue une bonne game. Là. C'était flat. Les partisans des estrades nous huaient. C'était la pire game que j'ai joué, je pense, dans la nationale, que j'ai vu une équipe jouer dans la nationale. Mettons, être parti dans cette équipe-là. Ça avait pas de bon sens. Fait que là, le lendemain, on était supposé de prendre l'avion. Non, 2 jours après cette game-là, on était supposé de prendre l'avion, aller jouer à Saint-Louis, puis tout de suite après la game à Saint-Louis, s'en aller à Vegas. Puis on avait 2 jours à Vegas avant notre game. Puis c'est dans ces 2 jours-là qu'on était supposé aller jouer au golf puis voir YouTube. C'est comme leur dernière représentation à la Sphere. Fait que là, on arrive le lendemain qu'on perd 9-2, on rentre tous les gars avec la queue entre les 2 jambes, la tête à terre. Là, on savait que tout le monde était en tabarnak, l'organisation complète. Puis nous aussi, là, on n'était pas fiers de la prestation qu'on venait de donner. Fait que là, on arrive, là, on va sur le board, meeting, team meeting 9h30. Il y a juste ça sur le board. Normalement, t'as comme gym, glace, mettons, Ford, aller sur la glace, mettons, un peu d'avance ou whatever, deep. Il y avait juste team meeting. Fait que là, tout le monde était bien stressé. Tu vis tellement d'anxiété dans ce temps-là, tu sais pas ce qui va arriver. Tu sais que tu vas te faire rincer, là, tu dis, on va-tu voir du vidéo? Puis ils vont-tu ridiculiser tout le monde, avant de tout le monde, puis nous rincer, tu sais? Fait que là, on rentre, là, c'est notre coach, là, on commence il commence à faire du vidéo, mais là, il nous montre tous les buts qu'on a scorés, puis il décortique qu'est-ce qui est arrivé. Fait que là, c'était dégueulasse, la vidéo, là. Après ça, on pense que c'est tout. Le GM, il rentre. Il demande à tous les coachs de sortir. Fait que là, c'est le GM seul avec nous autres. Là, il commence à dire, tu sais, ça avait pas d'allure, c'est inacceptable d'avoir une performance comme ça dans ses partisans, qu'on était capable de faire mieux, mais tu voyais dans tabarnak, même son sourcil sautait, là. C'est quasiment, là. Barry Trotz. Ouais. Puis Barry, là, quand il pogne les nerfs, là, puis quand il rentre dedans, là. Sérieux, c'était comme, je suis tellement pas capable de dire un mot, là. Il finit par dire, votre voyage à Vegas, cancellé. Puis il s'en va. Juste ça. Et là, les gars, la moitié des gars, on a payé nos billets, tout, là. Fait que là, tu sais, moi, j'étais comme, personnellement, je le comprends, là, si ça fait 3 games qu'on joue comme la merde en revenant du All-Star Break, là, c'est la course aux séries, juste avant les trade deadline. Pas le choix, là, tu sais, à un moment donné, de nous punir, si on joue pas, tu sais, s'ils nous laissent ça un peu de lousse comme des enfants à l'école, là, ou des enfants à la maison, si tu donnes trop de lousse, ils en prennent, là. Un peu ça, là. Mais t'avais des gars qui disaient, ouais, on sent pas d'allure. Finalement, tous les gars, on a comme un meeting d'équipe, là, ça a comme
plein de nos vétérans nous ont parlé. Ils ont dit ça n'a pas d'allure, il faut se revirer de bord, on est meilleur que ça. Puis on s'est tous ralliés comme alentour de ça. Puis ça vraiment, tu sais, chapeau à Barry Trotz, pour vrai. Là, le fait qu'il nous a cancellé ça nous a comme ralliés tout ensemble. Ça nous a comme permis de créer de quoi de spécial. Parce qu'après ça, je pense qu'on a eu 18 ou 19 games avec au moins un point. Ça nous a placé vraiment dans une bonne position pour faire les playoffs et aller chercher des bons joueurs au trade deadline. C'est qui les vétérans qui ont mené le meeting intra-équipe? Ouais, Yossi, O'Reilly, McDonough, Shen, Nyquist. C'est tout. Souvent, on est assis dans la chambre, puis là, il y a un gars qui prend la parole, qu'est-ce qu'il y a à dire, il y a un autre gars qui rajoute des trucs. Fait que, tu sais, c'est vraiment une discussion. Tu vois, si j'avais senti que je voulais dire de quoi, mais j'aurais pu le dire aussi. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que les boys ont dit, là? Qu'est-ce qu'on dit dans ce moment-là? Je pense que c'est de se ramener sur terre. On vivait tellement une grosse émotion de comme... Parce que quand t'es dans le salon de hockey, les highs sont high, mais les lows sont low aussi. Mm-hmm. Fait que c'est assez de rester dans ce milieu-là. Parce que même si tu gagnes une game 9-2, mais la prochaine, si t'es trop confiant, tu vas te faire laver par la prochaine équipe. Puis chaque équipe peut battre chaque équipe. Fait que c'est assez de rester émotionnellement sur le même niveau, ça. Fait que c'était se ramener à ce niveau-là, disant que on croyait en cette équipe-là. On est des bons joueurs. On a eu on a un bad stretch, mais on va se relever de ça. Puis ça part de nos leaders. La prochaine game, pour donner tout ce qu'on a. Puis je peux te dire que quand on est arrivé à Saint-Louis, là, ça sentait l'émotion dans la chambre. Là. C'est impossible qu'on perde cette game-là. Là. C'est impossible. Est-ce que tu te souviens-tu du score final? Non. Vous avez gagné. Je me souviens pas. Faudrait checker, mais ouais, on a gagné. Puis c'est là que ça a parti la streak de comme 19 games avec au moins un point. Là. Est-ce que vous en avez reparlé après la saison, peut-être même après les séries, avec Barry Trotz ou avec les joueurs, avec le coach de ouais, il y a eu un point tournant à ce moment-là? En avez-vous reparlé? Non, on n'a jamais reparlé en tant que... On en parlait en tant que joueur, là, tu sais. Mais on n'a jamais reparlé avec le GM, avec le coach. On s'est jamais comme tout rassis et dire hey, vraiment, ça a été le point tournant. Mais tout le monde le savait que ça l'avait été. Ouais. Ça a été ça, le point tournant. Parle-moi un petit peu genre de Barry Trotz. Tu me parlais de ce moment-là. Mais c'est un gars qui a été coach toute sa carrière. Carrière phénoménale, là, probablement Hall of Famer. T'es là 15 ans en Nashville. Qui garde sa job 15 ans comme coach, premièrement? Après ça, va gagner une coupe avec Ovechkin à Washington. Après ça, se fait payer à Long Island, fait faire les séries à une équipe qui a un talent moyen, mais son système de jeu est tellement ça coche que... le gars connaît son hockey, et là, il prend il reprend le collier de David Poile comme GM. Qui est tout un autre set de skills. GM, c'est pas pareil. Fait que je suis pas étonné qu'il savait comment vous parlez. Le gars, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il parle à des gars. T'sais. Mais comme GM, c'est quoi ton rapport avec lui? Est-ce que ça arrive souvent qu'il vous fait des meetings où c'est le GM qui vous parle? Ou... Parce que je me souviens plus qui... c'était Hal Gill qui avait raconté l'anecdote que Barry Trotz allait parler à Sergei Kostitine puis qu'il l'avait comme un peu décoincé puis qu'il y avait un côté très humain. Est-ce qu'il vous parle encore, même... comme GM, parce que des fois, les GM ont un petit peu plus de distance par rapport aux joueurs, ils laissent ça au coach, c'est correct. C'est quoi ton rapport en ce moment avec Barry Trotz? Non, ouais, il est autour, pour vrai. Ouais, beaucoup. Mais il est vraiment, il respecte vraiment le coach, puisqu'il était un coach toute sa vie, c'est comme, tu veux pas avoir ton boss tout le temps en train de manigancer les affaires ou prendre des meetings, faire des meetings avec les gars. Fait. Oui, il est autour, il parle avec les gars, il nous demande comment ça va. Si on a une bonne game, il va nous dire bonne game. Si on a une moins bonne game, il va te le laisser savoir, mais jamais qu'il fait des meetings. Là. Jamais qu'il va nous prendre, il va demander au coach de sortir. Ça, c'est arrivé une fois, puis c'est exceptionnel, je pense. Puis ça, d'après moi, c'était planifié avec le coach. C'est sûr qu'il a demandé au coach avant si c'était correct. Mais non, c'est vrai que son côté humain, il
est exceptionnel, puisque des fois, tu vois des GM que c'est une business, le hockey aussi, là, puis un GM, il y a une équipe à bâtir, puis des fois, c'est pas évident faire échanger quelqu'un, prendre des décisions, tu sais, t'affectes vraiment, t'affectes une famille, t'affectes le livelihood d'une personne, tu sais. Mm-hmm. Fait qu'il y en a des GM qui aiment mieux être à l'écart puis de vraiment pas avoir aucune relation personnelle avec ses joueurs, mais Barry, tu ressens pas ça, là. Et tu ressens vraiment que le Prédateur, c'est une famille puis que il veut que tout le monde soit fier d'être un Prédateur, là. Le coach en ce moment, c'est Andrew Brunette, depuis pas si longtemps que ça, puis il est vraiment apprécié de tout ce que j'entends des joueurs qui l'ont eu. Mm-hmm. C'est quoi son surnom? Comment vous l'appelez? Bruno, c'est ça. Yeah. Bruno. Bruno. Bruno, il était en Floride un moment, puis en tout cas, bref. Vraiment, j'entends qu'il y a des bonnes affaires sur Andrew Brunette, qui est quand même un ancien NHLer qui a eu, je pense qu'il a joué 1000 matchs à NHL. C'est une sacrée carrière de joueur. Minnesota, Colorado, beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a comme coach qui fait que vous l'aimez autant? Ben, on appelle ça un coach-joueur, un player coach. Un player's coach, oui. Player's coach, ouais, c'est ça, exact. Mais tu sais, tu vois qu'il a joué au hockey puis il connaît la game. Sa perception de qu'est-ce qu'on a de besoin au moment exact, là, ça c'est fou comment il est bon. Il y a des coachs qui ont jamais joué au hockey, qui ont jamais mis les bottines, tu sais, qui ont jamais été à notre place. Des fois, ils ont de la misère à se rendre compte de notre livelihood, de notre, tu sais, de qu'est-ce qu'on ressent, etc. Mais lui, ce côté-là, là, il est vraiment bon avec ça. Fait que, tu sais, on a souvent des day off, tu sais, il est capable de catcher quand son équipe est plus fatiguée, quand on a besoin de journées de congé, tu sais, il a pas peur de nous en donner. Il est tout le temps ouvert, sa porte de bureau est tout le temps ouverte. Fait que si t'as quoi que ce soit à lui demander, à discuter, il est ouvert à n'importe quelle discussion. Fait que puis son système de jeu est vraiment fité avec les joueurs qu'il y avait cette année. C'est sûr que je pense que c'est une des grosses parties de pourquoi on a fait les playoffs avec le line-up qu'on avait, c'est grâce à lui. Je pense que veut pas nos 15 premières games, ils ont pas été aussi bien qu'on le voulait. Je pense qu'on était comme 31 sur 32 là, après 15 games. Et après ça, tout le monde a comme buy-in, tout le monde a comme commencé à comprendre le système, puis on a comme explosé en l'équipe. Je pense que c'est une grosse partie à cause de Bruno. Bruno, t'as aussi vu des petits flashs de Askarov, le gardien russe que vous avez? Parle-moi un petit peu de lui. Il est quand même il est supposé être un top prospect. Bon, il est sûr qu'il y a Saros qui est le gardien numéro 1, malgré sa petite taille. Hein? Saros, un des derniers petits gardiens de la Ligue. On salue Yaroslav Halak. Est-ce que parce que tu sais, il a l'air d'avoir une bonne personnalité aussi, Askarov. Il fait des push-ups avec le but. Il a l'air d'être un bon crazy Russian comme on les aime. Ouais, il y a une grosse personnalité, là. Aussitôt que tu le rencontres, tu le vois tout de suite, là. Tu sais, son anglais, en plus, il est cassé, là. Puis ça a l'air. Tu sais, moi, j'ai pas été autour de lui ben souvent, mais ça a l'air qu'il l'utilise souvent, ça. Oh, I don't understand. Même s'il comprend tout, là. Ouais. Parce que je pense que l'organisation est pas trop contente quand il fait ses steppets de sa glace dans le même, là. Genre, baisser son, mais tu sais, c'est un gars qui est super talentueux, là. C'est sûr qu'il va avoir une super de bonne carrière dans l'international. Peut-être même qu'il aurait eu la chance de jouer déjà si c'était pas de Saros. Mm-hmm. Mais puis en plus de ça, là, ils viennent de signer Saros pour 8 ans. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il va arriver avec Askarov, mais... Ben, ça a été confirmé qu'il a été dans les rumeurs d'échange, tu sais. Son nom a été proposé, donc si nous on le sait, je pense que lui aussi le sait. Puis, mais en même temps, ça veut pas dire qu'il va pas rester, dans le sens que, tu sais, à un moment donné, Saros va peut-être être échangé quand Askarov va arriver plus vieux, tu sais. Tout est possible. Non, exact. Mais tu sais, ils ont signé à Saros pour 8 ans. Donc, pour les 9 prochaines années, Saros est supposé être à Nashville. Fait que c'est sûr que, en tant qu'Askarov, si j'étais Askarov, tu veux avoir ta chance. Tu veux prouver que tu es un goaler instant. Fait que, je sais pas qu'est-ce qui va arriver. On va voir que, de toute façon, on contrôle pas ça. Dans les
main au directeur général. Ouais, exact. Ça ne m'étonnerait pas qu'il se fasse échanger. Mais On va demander à Barry. en même temps, il est tellement un bon talent, tellement un talent exceptionnel. Tu le vois tout de suite là, quand il rentre sur la glace. Juste son swag là, dans les nets, là, tu vois qu'il est talentueux. Là. Il attrape de la droite aussi, c'est rare, ça. Oh, ouais, c'est vraiment rare. Puis pour vrai, comme joueur, quand tu arrives devant un goaler de même, c'est comme, c'est pas shakeant, mais c'est comme t'es vraiment pas habitué. Le low blocker est plus du même bord. Là. Ouais, exact. T'es comme, attends une seconde. Il n'y a pas tant que ça, tu sais, dans la ligue en ce moment, tu sais, Louis Domingue, tu sais, Hutchison, Francis, tu sais, il n'y a pas tant que ça. Lindgren aussi, je pense qu'il y a une main. Lindgren qui est plus gaulé, là. Ouais. Mais, ouais, c'est ça. T'as-tu eu des nouvelles de Nico? Ben. Le pauvre. Ouais, je suis en attente, pas encore de réseau. J'adore que comme, c'est comme si le cliché de il n'y a pas de réseau en région qui nous rattrape pendant le podcast. Ouais, c'est ça. Pas de réseau, on n'a pas d'asphalte, on se promène dans la calèche, ça. C'est ça. Le pire, c'est que mon Internet en Gaspésie est meilleur qu'à Montréal. parce que j'ai pas la fibre à Montréal, mais là-bas, c'est la fibre, puis ça va vraiment ça va mieux. Plus vite. Hey, Jay, man, je vais te remercier. On a tellement fait le tour de tellement d'affaires. Qu'est-ce que... En plus, t'es sur une super belle lancée à Nashville. Qu'est-ce que je te souhaite pour la prochaine année, mon cher? Une autre bonne saison comme cette année. Faire les playoffs. Puis peut-être pas une coupe, on ne sait jamais. Une coupe. Et surtout la santé. Ouais, la santé aussi. Ouais. Ça, c'est très important. C'est important pour pouvoir rester dans le line-up et avoir du plaisir. Donc, merci. Merci à toi, Jay. Tu salueras Nick, qu'on a connu à une certaine époque, mais... Ouais, je vais dire par texte. À un moment donné, il était tellement fâché, il a quitté, il a claqué la porte. Non, c'est pas vrai. Ah non, il a vraiment pas aimé ta question. C'est ça. Je pense qu'il y avait une affaire de moi, il faut jamais me parler de Eichel. En tout cas, c'est un genre de sujet tabou. Ouais, c'est ça. C'est comme un sujet sensible. Fait que merci encore à toi. Tu peux rester sur le Zoom le temps que je finisse le truc, mais c'est le temps que juste je clôt l'enregistrement. Donc, merci Jay, puis bonne saison à Nashville avec Alex Carrier puis toutes les autres. Ben, merci beaucoup. Salut. Merci aux boys, la meilleure des chances dans le cœur, Jérémy Lauzon et momentanément, on a eu Nicolas Roy, si je ne m'abuse. Je remercie les héros de l'ombre de Dressel Tape, Amélia Maguire, Saint-Onge, également Fred Levac, montage et tout le reste. Ben, pas tout, montage, jingle, tout ça. Amélia s'occupe vraiment de tout ce qui est programmation. Producer Tom, pour sa présence ressenti. Et donc, et surtout à vous, les amis, de revenir. Merci de revenir semaine après semaine à ce podcast un peu déduré. Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Allez en paix. Allez, bye bye now.